Mon mari a jeté mes médicaments contre l'épilepsie et a dit à tout le monde que j'étais une droguée parce que YouTube l'avait convaincu que je n'avais pas besoin de pilules, jusqu'à ce que le médecin appelle la police. Je gérais mon épilepsie depuis 8 ans avant de rencontrer Cédric. J'ai été franche à ce sujet lors de notre 3e rendez-vous. Je lui ai expliqué que je prenais des médicaments 2 fois par jour et que je n'avais pas fait de crise depuis 5 ans grâce à mon traitement. Il a dit qu'il admirait le fait que je ne laisse pas la maladie me définir et que son cousin était diabétique, donc il comprenait les maladies chroniques. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés, et tout allait bien pendant environ 6 mois. Puis Cédric a commencé à s'intéresser aux podcasts sur le bien-être et aux chaînes YouTube sur la guérison naturelle. Il m'envoyait des vidéos de personnes qui s'étaient guéries grâce à l'alimentation et la pensée positive. Je les regardais poliment et disais que c'était intéressant, mais que mon neurologue et moi avions trouvé ce qui fonctionnait pour moi. Cédric disait que j'étais fermé d'esprit et que les médecins voulaient juste me garder malade pour le profit. Il a commencé à acheter des compléments alimentaires et à les laisser à côté de mes médicaments avec des petits mots disant « essaie ça plutôt ». Je les ignorais. Ensuite, il a commencé à chronométrer le temps que je passais à mes rendez-vous de neurologie, disant que 185 € tous les 3 mois était du vol pour une conversation de 15 minutes. J'ai expliqué que ces rendez-vous servaient à surveiller mes niveaux et à ajuster les dosages, mais il a dit que j'étais à la même dose depuis 3 ans, donc c'était clairement une arnaque. Il a calculé que mes médicaments coûtaient 750 € par mois à la sécurité sociale et à notre mutuelle, et a dit que nous pourrions utiliser cet argent pour des vacances si j'essayais simplement de m'en passer. Je lui ai dit que ce n'était pas comme ça que fonctionnait l'assurance maladie et aussi que je pourrais mourir sans mes médicaments. Il a ri et a dit que j'étais dramatique. Un jour, je suis rentré de mon service à l'hôpital où je travaillais comme manipulatrice en électroradiologie médicale pour découvrir que Cédric avait réorganisé l'armoire à pharmacie. Il avait mis mes pilules sur l'étagère la plus haute, où je devais utiliser un marchepied pour les atteindre. Il a dit que c'était pour me faire réfléchir à 2 fois avant de les prendre. Peut-être que je réaliserais que je n'en avais pas besoin à chaque fois. Je les ai remises sur mon étagère habituelle. Il les a déplacées à nouveau. Cela a duré des semaines jusqu'à ce que je commence à les garder dans mon casier au travail. Cédric était furieux quand il a réalisé ce que j'avais fait. Il a dit que j'agissais en cachette comme une droguée et que j'avais clairement un problème. Il a commencé à faire des recherches sur mes médicaments en ligne et me lisait des histoires d'horreur sur les effets secondaires. Il soulignait chaque fois que j'oubliais un mot ou que je me sentais fatigué et mettait ça sur le compte des pilules qui détruisaient mon cerveau. Quand j'ai reçu mes résultats sanguins montrant que tout était normal, il a dit que le laboratoire était probablement de mèche avec mon médecin dans l'arnaque. Il a commencé à dire à sa famille que j'étais accro aux médicaments sur ordonnance. Sa mère m'a appelé, inquiète, proposant de prier pour mon addiction. Son frère a demandé si j'avais besoin d'une intervention. J'ai dû expliquer à plusieurs reprises que j'avais de l'épilepsie et que j'avais besoin de médicaments pour ne pas avoir de crise. Il hochait la tête, mais ensuite Cédric leur disait que j'étais dans le déni de mon addiction, et il recommençait tout le cycle. Il y a 6 mois, je suis allé renouveler mon ordonnance, et la pharmacie a dit qu'elle avait été annulée. Quand j'ai appelé le cabinet de mon médecin, ils ont dit que quelqu'un s'identifiant comme mon mari avait appelé pour dire que je voulais arrêter le traitement. J'ai réglé le problème. Mais quand j'ai confronté Cédric, il a dit qu'il essayait de m'aider à voir que j'irais bien sans les pilules. Il a carrément dit qu'il m'observait et que je semblais tout à fait normal. Donc, évidemment, je n'avais pas besoin de médicaments. J'ai commencé à cacher mes médicaments à différents endroits. Derrière des livres, dans des boîtes de tampons, dans ma voiture. Cédric les trouvait et les déplaçait ailleurs. Il ne les jetait pas, mais m'obligeait à les chercher. Il disait que c'était un jeu pour me faire réaliser à quel point j'étais devenue dépendante. Un matin, je ne les trouvais nulle part et j'ai dû partir au travail sans prendre ma dose. Cédric m'a envoyé un texto cet après-midi-là disant qu'il les avait cachés dans un endroit spécial et que je pourrais les récupérer quand j'admettrais que je n'en avais pas vraiment besoin. J'ai quitté le travail plus tôt, j'ai retourné la maison et je les ai trouvés dans le congélateur derrière des légumes surgelés. J'avais 3 heures de retard sur ma dose et je me sentais très mal. Ce soir-là, j'ai dit à Cédric que s'il touchait encore à mes médicaments, je le quitterais. Il a dit que je choisissais les pilules plutôt que notre mariage. 2 semaines plus tard, je me suis réveillé aux urgences. Cédric était là, l'air terrifié. Le médecin a expliqué que j'avais fait une crise tonico-clonique au travail, que j'étais tombé et que je m'étais cogné la tête contre une machine IRM, et que j'étais resté inconsciente pendant 20 minutes.
Mes collègues leur ont dit que je me plaignais que quelqu'un touchait à mes médicaments. Le médecin a demandé à me parler en privé et m'a demandé si quelqu'un m'empêchait de prendre mes médicaments. Je lui ai tout raconté. Le visage du médecin s'est assombri. Il a demandé à Cédric d'entrer et lui a demandé très calmement s'il avait interféré avec mes médicaments. Cédric a effectivement dit au médecin que je n'avais pas vraiment besoin des pilules, que j'allais bien depuis des années et qu'il essayait de me sevrer de médicaments inutiles. Le médecin a demandé s'il avait une formation médicale. Cédric a dit non, mais qu'il avait fait des recherches. Le médecin a demandé quelles recherches. Cédric a mentionné ses podcasts et ses vidéos YouTube. Le médecin a appelé la sécurité et a fait escorter Cédric dehors. Puis il a appelé la police. Une policière est arrivée environ 20 minutes plus tard. Elle s'est présentée comme le lieutenant Perrin et a demandé si nous pouvions parler en privé. Le médecin des urgences a hoché la tête et est sorti, nous laissant juste toutes les deux dans la petite salle d'examen. Je portais encore une blouse d'hôpital et ma tête me lançait là où j'avais heurté la machine IRM. Le lieutenant Perrin a tiré une chaise près de mon lit et a ouvert un petit carnet. Elle m'a demandé de commencer par le début et de tout lui raconter sur mes médicaments. Je lui ai parlé de Cédric cachant mes pilules à différents endroits de la maison. J'ai expliqué comment il avait annulé mon ordonnance à la pharmacie en se faisant passer pour moi. J'ai décrit avoir trouvé mes médicaments dans le congélateur derrière des légumes surgelés et avoir eu 3 heures de retard sur ma dose. L'expression du lieutenant Perrin s'assombrissait à chaque détail que je partageais. Elle notait tout avec une écriture soignée et posait des questions précises sur les dates et les heures. Quand j'ai mentionné que Cédric chronométrait mes rendez-vous chez le médecin et les traitait d'arnaque, elle a souligné quelque chose dans ses notes. Le médecin des urgences est revenu et a ajouté ses observations sur mes niveaux de médicaments trop bas et le traumatisme crânien dû à la chute. Il a montré mon dossier au lieutenant Perrin et a pointé des chiffres qui prouvaient apparemment que je n'avais pas pris mes médicaments de manière régulière. Le lieutenant Perrin a demandé si Cédric m'avait déjà physiquement empêché de prendre mes pilules, et j'ai dit, non, il les cachait juste là où je ne pouvais pas les trouver. Elle a noté ça aussi. Environ 1 heure plus tard, un autre médecin est arrivé. Le médecin des urgences l'a présenté comme le docteur Lecomte, mon neurologue. Je le voyais depuis 3 ans pour mes contrôles réguliers. Le docteur Lecomte avait l'air bouleversé quand il est entré et a immédiatement demandé si j'allais bien. Il a pris mon dossier et a commencé à lire les notes des urgences. Son visage s'est tendu quand il a vu les niveaux de médicaments et les notes sur l'interférence de Cédric. Il a feuilleté plusieurs pages puis a posé le dossier brutalement sur le comptoir. Le docteur Lecomte s'est tourné vers le lieutenant Perrin et a expliqué que l'altération de médicaments pour un trouble convulsif n'était pas seulement dangereuse, c'était potentiellement mortel. Il a dit que les crises de sevrage pouvaient causer des dommages cérébraux ou la mort si elles duraient trop longtemps. Le lieutenant Perrin lui a demandé d'expliquer cela plus clairement pour son rapport. Le docteur Lecomte s'est assis et a expliqué la science derrière le fonctionnement de mes médicaments et ce qui se passait quand quelqu'un arrêtait de les prendre soudainement. Il a dit que mon corps était devenu dépendant du médicament pour prévenir les crises et que le retirer brusquement était comme tirer le frein à main d'une voiture en marche. La crise que j'avais eue au travail était le résultat direct des doses manquées au cours des dernières semaines. Le lieutenant Perrin a demandé si Cédric aurait pu savoir que c'était dangereux et le docteur Lecomte a dit que n'importe qui avec un accès à Internet pouvait trouver cette information en 5 minutes. Il a sorti son téléphone et lui a montré des sites médicaux expliquant le sevrage des médicaments contre l'épilepsie. Le lieutenant Perrin l'a remercié et a pris d'autres notes. Un assistant social de l'hôpital a frappé à la porte ensuite. Il s'est présenté sous le nom de Vincent et a dit qu'il devait faire une évaluation. J'ai senti mon visage chauffer parce que je savais de quel type d'évaluation il parlait. Vincent a tiré une autre chaise et a commencé à poser des questions sur ma relation avec Cédric. Il a demandé si Cédric contrôlait nos finances ou me disait qui je pouvais voir. J'ai dit, non, pas vraiment. Mais ensuite je me suis souvenu comment Cédric s'était plaint quand je sortais avec des amis du travail. Vincent a demandé si Cédric m'isolait de ma famille. Et j'ai expliqué que mes parents vivaient à l'autre bout de la France, donc on ne les voyait pas souvent de toute façon. Il a posé des questions sur la dissimulation des médicaments et j'ai raconté toute l'histoire à nouveau. Vincent a écouté sans m'interrompre et a pris des notes sur une tablette. Quand j'ai fini, il a demandé si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi. Je ne savais pas quoi répondre. Cédric ne m'avait jamais frappé ni menacé physiquement. Vincent a expliqué que la maltraitance médicale était une forme réelle de violence conjugale où les partenaires sabotent le traitement pour maintenir le contrôle.
Il a dit que cacher des médicaments vitaux correspondait à un schéma qu'il avait déjà vu avec d'autres patients. J'ai commencé à pleurer parce que l'entendre le dire à voix haute rendait la chose plus réelle. Vincent m'a tendu des mouchoirs et a attendu que je me calme. Le lieutenant Perrin est revenu dans la chambre après que Vincent eut fini ses questions. Elle s'est tenue au pied de mon lit et son expression était sérieuse. Elle a dit, sur la base de ma déclaration, de l'avis médical du docteur Lecomte et des preuves d'altération d'ordonnance, ils vont arrêter Cédric pour mise en danger d'autrui. Elle a ajouté que le procureur de la République pourrait aussi l'inculper de violence volontaire selon l'évolution de l'enquête. J'ai commencé à pleurer plus fort parce qu'une partie de moi ne pouvait pas croire que cela arrivait vraiment. Mon mari allait être arrêté, placé en garde à vue. La voix du lieutenant Perrin s'est adoucie et elle a expliqué que le docteur Lecomte avait l'obligation légale de signaler les soupçons de maltraitance. Elle a dit que c'était une affaire pénale maintenant, peu importe ce que je voulais. J'ai demandé si je pouvais parler à Cédric d'abord et le lieutenant Perrin a secoué la tête. Elle a dit que Cédric était détenu dans une autre partie de l'hôpital par la sécurité et que je ne devais pas avoir de contact avec lui. Vincent a ajouté qu'il était normal de se sentir tiraillé à ce sujet. Il a dit que beaucoup de victimes d'abus luttent avec la culpabilité même quand elles savent qu'elles ont été blessées. Le médecin des urgences est revenu pour me dire qu'il voulait me garder pour la nuit en observation à cause de mon traumatisme crânien. J'ai hoché la tête et demandé si quelqu'un pouvait m'apporter mon téléphone depuis mon casier au travail. Une infirmière a dit qu'elle appellerait le service de radiologie pour organiser ça. Le lieutenant Perrin a dit qu'elle me contacterait pour les prochaines étapes et est parti pour traiter l'arrestation de Cédric. Vincent m'a donné sa carte et a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Après le départ de tout le monde, je suis resté allongé dans le lit d'hôpital à regarder le plafond. Ma tête me faisait mal et je me sentais épuisé mais je ne pouvais pas dormir. Vers 20h ce soir-là, Julie du travail a frappé à ma porte. Elle portait encore sa blouse de son service. Elle a tiré une chaise près de mon lit et a pris ma main. J'ai recommencé à pleurer et elle a juste tenu ma main sans rien dire pendant un moment. Quand j'ai finalement arrêté, Julie m'a dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas ces derniers mois. Elle a dit que j'avais été anxieuse et nerveuse au travail, vérifiant toujours mon téléphone comme si j'étais inquiète de quelque chose. J'avais aussi commencé à garder mes médicaments dans mon casier au lieu de les prendre à la maison comme je le faisais avant. Julie a dit qu'elle avait voulu demander ce qui se passait, mais ne voulait pas être indiscrète. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle demande. Nous sommes restés assises ensemble pendant près de 2 heures, et elle n'est partie qu'à la fin des heures de visite. Une infirmière est entrée vers 22h et a dit que Cédric avait essayé de revenir dans ma chambre. La sécurité l'avait arrêté à la porte quand il a prétendu qu'il devait s'excuser. L'infirmière a demandé si je voulais qu'ils appellent la police s'il essayait à nouveau, et j'ai dit oui. Elle a fait une note dans mon dossier et a vérifié mes constantes. Après son départ, je me suis senti soulagé et coupable en même temps. Vincent avait dit que c'était normal pour les victimes d'abus, mais cela ne faisait pas disparaître le sentiment. Je n'arrêtais pas de penser à Cédric assis dans une voiture de police ou une cellule de garde à vue quelque part. Je me demandais si sa mère savait déjà. Je me demandais ce qu'il racontait aux gens sur la raison de son arrestation. L'infirmière est revenue avec un somnifère et je l'ai pris avec gratitude. Le docteur Lecomte est revenu tôt le lendemain matin avant ma sortie. Il a vérifié la bosse sur ma tête et a regardé mes yeux avec une petite lampe. Il a demandé comment je me sentais et j'ai dit « fatigué mais ça va ». Le docteur Lecomte s'est assis et a sorti son ordonnancier. Il a dit qu'il ajustait mon programme de médication pour stabiliser à nouveau mon niveau. Il a écrit des instructions très précises sur le moment et le dosage. Puis il m'a fait promettre de faire remplir l'ordonnance immédiatement à la pharmacie de l'hôpital en bas, là où Cédric ne pourrait pas interférer. J'ai promis. Le docteur Lecomte a également écrit une lettre détaillée documentant tout ce qui s'était passé avec mes médicaments. Il a dit que la police en aurait besoin pour son enquête. Il a mis la lettre dans une enveloppe et l'a scellée. Avant de partir, il a pressé mon épaule et a dit qu'il était content que j'aie dit la vérité sur ce que Cédric faisait. Vincent est repassé avant le déjeuner. Il m'a apporté des brochures sur un centre d'aide aux victimes et des informations sur un avocat spécialisé dans la violence conjugale qui pourrait aider avec le processus juridique. Il s'est assis et a expliqué très doucement que ce que Cédric avait fait n'était pas juste une erreur ou un excès d'inquiétude. C'était un sabotage systématique d'un traitement vital. Vincent a dit que Cédric avait fait des recherches sur ma maladie, appris ce qui se passerait si j'arrêtais de prendre mes médicaments, et avait ensuite délibérément caché mes pilules tout en guettant les résultats.
Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la maltraitance. Je comprenais ce qu'il disait intellectuellement, mais cela semblait encore irréel. Mon mariage s'était transformé en quelque chose nécessitant la police et des travailleurs sociaux. Vincent a dit que ce sentiment d'irréalité était normal et qu'il faudrait du temps pour assimiler. Il m'a dit d'appeler le centre d'aide dans les prochains jours. Ils m'ont laissé sortir cet après-midi-là avec pour instruction de me reposer et de revoir le docteur Lecomte dans une semaine. J'ai pris un taxi pour rentrer à notre appartement parce que je n'avais pas ma voiture. Passer la porte d'entrée m'a semblé faux. Tout avait l'air normal, mais rien ne semblait plus sûr. Je suis allé directement à la cuisine et j'ai ouvert le congélateur. Mes boîtes de médicaments étaient toujours là, derrière les légumes surgelés où je les avais trouvés auparavant. Je les ai sortis et alignés sur le comptoir. Puis j'ai commencé à fouiller l'appartement. J'ai trouvé des boîtes derrière des livres sur l'étagère du salon. J'ai trouvé des boîtes dans le garage derrière des pots de peinture. J'ai trouvé des boîtes dans le vide sanitaire sous l'évier de la salle de bain. Cédric les déplaçait à différents endroits tous les quelques jours comme une sorte de chasse au trésor tordu. J'ai compté 14 boîtes au total. Certaines étaient périmées parce que les avait cachées il y a des mois. Je me suis assise sur le sol de la cuisine entourée de boîtes de pilules et j'ai pleuré. Mon téléphone a sonné vers 15h cet après-midi-là. L'identifiant d'appel indiquait un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu et un homme s'est présenté comme le lieutenant Martin. Il a dit qu'il était assigné à l'enquête sur mon cas et qu'il devait planifier une audition formelle. Sa voix était professionnelle et calme. Il a expliqué qu'il montait un dossier pour mise en danger de la vie d'autrui et peut-être des chefs d'accusation supplémentaires selon ce que l'enquête découvrirait. J'ai demandé quel genre de charges supplémentaires et il a dit qu'ils examinaient la contrainte et les dégradations volontaires liées à l'annulation de l'ordonnance. Le lieutenant Martin a posé des questions sur l'incident à la pharmacie il y a 6 mois, quand Cédric avait appelé en se faisant passer pour moi. Sa voix s'est durcie quand je l'ai décrit et je pouvais entendre la colère sous le ton professionnel. Il a dit que quelqu'un de son commissariat appellerait pour fixer une heure d'entretien et m'a remercié pour ma coopération. Je suis resté à la maison le lendemain parce que je ne pouvais pas encore affronter le retour au travail. Mon téléphone a commencé à sonner vers 10h du matin d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis ça a sonné encore et encore. À midi, j'avais 7 appels manqués, tous de numéros différents. J'ai fini par écouter les messages vocaux et ils venaient tous de Cédric. Il devait appeler du téléphone de sa mère, du téléphone de son frère, de quiconque voulait bien le laisser utiliser le sien. Sa voix dans le premier message semblait paniquée, disant que tout cela n'était qu'un énorme malentendu et que le médecin avait réagi de manière excessive. Dans le deuxième message, il s'excusait, disant qu'il savait qu'il avait fait des erreurs, mais qu'il m'aimait et voulait juste aider. Au troisième message, il insistait de nouveau sur le fait qu'il essayait de me sevrer de médicaments inutiles, et que je devais comprendre son point de vue. Le quatrième message disait que j'étais manipulé par des médecins qui profitaient de me garder malade. J'ai effacé le reste sans écouter. Les appels ont continué tout l'après-midi depuis de nouveaux numéros. J'ai éteint mon téléphone. Catherine a appelé mon numéro professionnel le lendemain matin. J'ai été assez stupide pour répondre parce que je pensais que ça pouvait concerner le planning. Elle a commencé à pleurer immédiatement, demandant comment je pouvais faire ça à son fils. Sa voix était aiguë et tremblante. Elle a dit que Cédric lui avait dit que je l'avais fait arrêter pour avoir essayé d'organiser une intervention concernant mon addiction aux pilules. J'ai essayé d'expliquer que j'avais de l'épilepsie, que j'avais eu une crise parce que Cédric avait caché mes médicaments, que j'aurais pu mourir. Elle a parlé par-dessus moi, disant que j'avais toujours été sur la défensive à propos de mon problème de drogue, et que maintenant j'essayais de détruire la vie de Cédric parce qu'il avait essayé d'aider. Je lui ai dit que je n'étais pas toxicomane. J'avais une maladie. Elle a dit que c'est ce que disent tous les drogués, et qu'elle priait pour que j'admette que j'avais un problème. Je lui ai raccroché au nez. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé mon café. Le lieutenant Martin a appelé cet après-midi-là et m'a demandé de venir au commissariat pour faire une déposition officielle. J'y suis allé après le travail et il m'a reçu dans une petite salle d'interrogatoire avec un appareil d'enregistrement sur la table. Il avait peut-être 40 ans, les tempes grisonnantes et des yeux fatigués. Il m'a demandé de lui raconter tout ce qui s'était passé avec Cédric et mes médicaments. En commençant par le début, je lui ai parlé des compléments alimentaires, des boîtes de pilules déplacées, de l'ordonnance annulée, de l'incident du congélateur. Il prenait des notes et posait des questions précises sur les dates et les heures.
Quand Cédric a-t-il suggéré pour la première fois que je n'avais pas besoin de médicaments? Quand a-t-il commencé à cacher les pilules? Combien de fois les a-t-il déplacées? Qu'a-t-il dit exactement quand je l'ai confronté? J'ai répondu aussi clairement que possible, mais une partie de la chronologie était floue parce que cela durait depuis des mois. Martin a posé des questions sur le fait que Cédric disait à sa famille que j'étais une droguée. J'ai expliqué les appels de Catherine et Théo demandant des interventions et comment Cédric continuait de renforcer le récit de l'addiction même après que j'ai expliqué mon épilepsie. La mâchoire de Martin s'est serrée quand j'ai dit ça. Il a écrit quelque chose, appuyant si fort sur son stylo que j'ai entendu le papier se déchirer légèrement. Martin a quitté la pièce quelques minutes et est revenu avec un dossier. Il s'est assis et l'a ouvert, le tournant pour que je puisse voir des impressions de recherche web. Il a dit qu'ils avaient obtenu une commission rogatoire pour l'ordinateur portable de Cédric et avaient extrait son historique internet. Les recherches m'ont noué l'estomac. Symptômes de sevrage des médicaments contre l'épilepsie. Combien de temps avant une crise sans médicaments? Déclencheur de crise et signes avant-coureurs. Peut-on mourir d'une crise d'épilepsie? Les dates des recherches remontaient à 4 mois. Martin a dit que cela montrait que Cédric avait recherché ce qui se passerait si j'arrêtais de prendre mes pilules, puis les avait délibérément cachées tout en surveillant les résultats. Ce n'était pas de l'inquiétude ou une aide mal avisée. C'était de la préméditation. L'accusation a été requalifiée de mise en danger d'autrui à quelque chose de plus grave, possiblement violence volontaire avec intention de donner la mort ou de causer une infirmité. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Voir les choses étalées comme ça, la preuve que Cédric avait planifié ça, avait cherché comment me faire avoir une crise. Martin a demandé si j'allais bien, et j'ai hoché la tête même si ce n'était pas le cas. J'ai rencontré maître Pascal Gilbert 3 jours plus tard à la clinique juridique pour la violence conjugale dont Vincent m'avait parlé. Son bureau était petit mais organisé, des dossiers empilés proprement sur des étagères métalliques. Elle avait peut-être 50 ans, les cheveux courts et gris et des lunettes sérieuses. Elle m'a demandé de tout lui raconter, et j'ai repassé toute l'histoire. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment, puis a dit très directement que j'avais besoin d'une ordonnance de protection immédiatement. Le comportement de Cédric s'aggravait. Il avait montré qu'il était prêt à me causer de graves dommages physiques, et les preuves indiquaient une intention délibérée. Elle a sorti des papiers et a commencé à les remplir, me posant des questions sur les adresses et les numéros de téléphone. J'avais la nausée en signant mon nom au bas de la page, accusant officiellement mon mari de maltraitance sur des documents légaux. Mais maître Gilbert a dit que je ne pouvais pas retourner à notre appartement tant que Cédric y avait accès. Elle a déposé la requête cet après-midi-là auprès du juge aux affaires familiales, et l'audience a été fixée pour la semaine suivante. L'audience pour l'ordonnance de protection s'est tenue dans une petite salle d'audience du tribunal judiciaire avec des boiseries et des néons. Cédric était assis de l'autre côté avec son avocat, un homme mince dans un costume coûteux. Cédric avait l'air blessé et confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde le traitait comme un criminel. La juge était une femme dans la soixantaine qui a lu la requête sans expression. Elle m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Je me suis levé et j'ai décrit avoir trouvé mes médicaments dans le congélateur, être allé au travail sans ma dose, avoir eu la crise. Ma voix tremblait quand j'ai parlé de mon réveil aux urgences avec un traumatisme crânien. Le visage de la juge s'est durci à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, elle a demandé à l'avocat de Cédric s'il avait des questions. Il s'est levé et a commencé à parler, mais la juge a accordé l'ordonnance de protection avant qu'il ne puisse finir sa première phrase. Elle a dit que les preuves étaient claires et que l'ordonnance resterait en vigueur en attendant le procès pénal. L'avocat de Cédric a essayé d'argumenter que c'était un malentendu entre époux au sujet d'un traitement médical. Il a dit que Cédric avait agi par souci de mon bien-être et essayait de m'aider à réduire ma dépendance aux médicaments pharmaceutiques. La juge l'a coupé au milieu de sa phrase. Elle a dit que cacher délibérément des médicaments vitaux après avoir fait des recherches sur les crises de sevrage ne suggérait pas de l'inquiétude. Cela suggérait une intention de nuire. Elle a demandé directement à Cédric s'il comprenait que les médicaments contre l'épilepsie prévenaient des crises potentiellement mortelles. Cédric a commencé à se lever, le visage devenant rouge, mais son avocat lui a saisi le bras et l'a rassis sur sa chaise. La juge a dit que l'ordonnance de protection était accordée avec une interdiction de m'approcher à moins de 150 mètres et que Cédric ne devait pas me contacter directement ou par des tiers. L'audience a été levée. Je ne pouvais pas payer notre appartement avec mon seul salaire, alors Julie a proposé de me laisser rester chez elle temporairement.
Elle avait un 2 pièces à environ 20 minutes de l'hôpital et a vidé sa chambre d'amis, déplaçant des cartons dans son garage pour me faire de la place. Nous sommes allés à l'appartement pendant que Cédric était au travail pour emballer mes affaires essentielles. J'ai jeté des vêtements dans des sacs poubelles et pris mes affaires de toilette dans la salle de bain. Dans le placard de la chambre, j'ai trouvé 3 autres boîtes de mes médicaments cachées derrière des boîtes à chaussures. Dans la cuisine, j'ai trouvé 2 boîtes derrière les paquets de céréales. Nous avons continué à chercher et avons trouvé des boîtes partout. Certaines étaient périmées parce que Cédric les avait cachées il y a des mois, et j'avais obtenu de nouvelles ordonnances. Le visage de Julie devenait de plus en plus pâle à chaque boîte que nous trouvions. Elle a demandé comment j'avais vécu comme ça, et je n'avais pas de réponse. Nous avons tout chargé dans sa voiture et sommes partis avant que Cédric ne rentre. Ma cadre de santé m'a convoqué dans son bureau 2 jours plus tard. Elle a dit qu'elle compatissait à ce que je traversais, mais qu'elle s'inquiétait que la situation ne s'ébruite dans le service. D'autres membres du personnel avaient vu Catherine faire une scène dans le hall. Il y avait des questions sur la raison de mon absence pour arrêt maladie. Elle s'inquiétait que le drame au travail n'affecte les soins aux patients et le moral de l'équipe. Je voyais qu'elle essayait d'être gentille, mais aussi de protéger le service des commérages et des problèmes. Elle a demandé si j'avais besoin de plus de temps libre. J'ai dit, non, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de la routine et du revenu. Elle a hoché la tête, mais je me sentais honteuse assise là, comme si ma crise personnelle était un désagrément pour tout le monde, même si je n'avais rien fait de mal. Théo m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Il a dit qu'il voulait s'excuser. Après l'arrestation de Cédric, il avait fait des recherches sur l'épilepsie en ligne et lu sur les troubles convulsifs et la gestion des médicaments. Il a réalisé que Cédric avait eu tout faux sur tout. Il a dit qu'il se sentait très mal de m'avoir interrogé sur les interventions et de ne pas avoir remis en question l'histoire d'addiction de Cédric plus attentivement. Ensuite, il m'a dit que Catherine appelait les membres de la famille éloignés, essayant de les amener à faire pression sur moi pour abandonner les poursuites, retirer ma plainte. Elle disait à tout le monde que j'étais vindicative et que j'essayais de ruiner la vie de Cédric pour un malentendu. Théo a dit qu'il lui avait dit d'arrêter, mais qu'elle n'écoutait personne. Elle croyait à la version de Cédric selon laquelle il essayait de me sauver de la dépendance pharmaceutique, et que j'étais trop accro pour le voir. J'ai remercié Théo d'avoir appelé et de me croire maintenant. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le canapé de Julie et j'ai pleuré parce qu'au moins une personne dans la famille de Cédric comprenait enfin la vérité. Le lieutenant Martin a appelé 3 jours plus tard pendant que j'empilais l'inventaire dans la réserve au travail. J'ai failli ne pas répondre parce que je tenais en équilibre des boîtes de produits de contraste et je ne voulais rien laisser tomber de coûteux. Il m'a dit que la pharmacie avait fourni des enregistrements détaillés de l'appel de Cédric demandant l'annulation du traitement. Ils avaient les horodatage, la durée de l'appel, et même des notes sur la façon dont Cédric prétendait agir en mon nom en tant que mari. Le lieutenant a dit qu'il ajoutait des chefs d'accusation de contrainte et de dégradation volontaire en plus de la mise en danger d'autrui. Je me suis assise sur une boîte parce que mes jambes flageolaient. Martin a demandé si j'allais bien et j'ai dit oui, mais mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il m'a envoyé une copie du rapport de police par email et je l'ai lu pendant ma pause déjeuner dans ma voiture. Voir tout écrit dans un langage officiel rendait la chose plus réelle d'une certaine manière. Le procès-verbal documentait chaque incident que je leur avais raconté sur les médicaments cachés, l'ordonnance annulée, les recherches internet de Cédric sur le sevrage des crises. Lire les mots, le suspect a délibérément mis en danger la vie de la victime par une interférence systématique avec les médicaments m'a donné mal au ventre. J'avais vécu avec ça pendant des mois, mais d'une certaine manière, la documentation officielle rendait la chose plus horrible que lorsque cela m'arrivait simplement. Vincent avait recommandé une thérapeute spécialisée dans la violence conjugale, et j'ai finalement appelé son cabinet cette semaine-là. La secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le lendemain, ce qui semblait incroyablement rapide, mais elle a dit qu'il donnait la priorité aux urgences. Le nom de la thérapeute était Dr Richard, et son cabinet était dans une maison reconvertie près de l'hôpital avec des fauteuils confortables et un éclairage doux. Je me suis assise, et elle m'a demandé de lui dire ce qui m'amenait. J'ai ouvert la bouche pour expliquer et j'ai juste commencé à pleurer à la place. Elle m'a tendu une boîte de mouchoirs et a attendu tranquillement pendant que je pleurais pendant probablement 10 minutes d'affilée. Quand j'ai enfin arrêté, elle a posé des questions douces sur Cédric et l'altération des médicaments. Je n'arrêtais pas de m'excuser de pleurer et elle m'a dit d'arrêter de m'excuser, que pleurer était une réponse tout à fait normale à la maltraitance.
J'ai dit que ce n'était pas vraiment de la maltraitance cependant, car il ne m'avait jamais frappé ni crié dessus. Le docteur Richard s'est penché en avant et a dit que l'altération de médicaments était absolument de la maltraitance. Elle a expliqué que ce que Cédric avait fait était une forme de contrôle conçue pour me rendre dépendante de lui et douter de mon propre jugement sur mes besoins de santé. Il voulait que je remette en question le fait d'avoir vraiment besoin des médicaments pour que je me fie à son opinion au lieu de celle de mes médecins. Plus elle parlait, plus je réalisais à quel point son comportement avait été calculé. Ce n'était pas de l'inquiétude mal avisée, c'était de la manipulation systématique. À la fin de la séance, je me sentais épuisé, mais aussi comme si quelqu'un comprenait enfin ce qui m'était arrivé. Je faisais de la paperasse au bureau de radiologie 2 jours plus tard quand la secrétaire a appelé la sécurité. J'ai levé les yeux et vu Catherine dans le hall essayant de passer le personnel de l'accueil. Elle exigeait de me voir et disait qu'elle avait le droit de parler à sa belle-fille. L'agent de sécurité s'est approché d'elle calmement, mais elle a commencé à hausser le ton sur le fait que je détruisais la vie de son fils pour un malentendu. D'autres personnes dans la salle d'attente regardaient, et certains enregistraient sur leur téléphone. Je me suis baissé derrière le bureau, espérant qu'elle ne me verrait pas, mais l'un des autres techniciens a pointé dans ma direction. Catherine a commencé à marcher vers l'entrée du service de radiologie, et l'agent de sécurité a dû lui bloquer physiquement le chemin. Elle criait maintenant que je devais retirer ma plainte et arrêter d'être vindicative. Le vigile a appelé des renforts, et un autre agent de sécurité est arrivé pour aider à l'escorter dehors. Catherine criait encore alors qu'il la conduisait vers la sortie, disant que je déchirais leur famille, et que Cédric avait seulement essayé de m'aider. Ma collègue est restée figée, regardant toute la scène se dérouler. Après que la sécurité l'eut mise dehors, je suis allé aux toilettes et je me suis enfermé dans une cabine. Tout mon corps tremblait et j'avais l'impression que j'allais vomir. Quand je suis ressorti, tout le monde chuchotait et me regardait. Soudain, ma crise personnelle n'était plus privée. Tout le monde au travail connaissait mes affaires. Les jours suivants au travail ont été misérables. Certains collègues étaient solidaires et demandaient si j'allais bien ou si j'avais besoin de quelque chose, mais d'autres ont commencé à m'éviter dans la salle de pause. J'entrais et les conversations s'arrêtaient brusquement. Les gens trouvaient des raisons de partir quand je m'asseyais. Le jeudi, je réapprovisionnais les fournitures dans la zone de préparation IRM et j'ai entendu 2 techniciens parler dans le couloir. L'un d'eux a dit que j'avais dû faire quelque chose pour provoquer Cédric s'il était allé aussi loin. L'autre était d'accord et a dit qu'il y avait toujours 2 versions à chaque histoire. Il se demandait si peut-être j'avais vraiment un problème de pilule et que je faisais passer Cédric pour le méchant pour le dissimuler. Je suis resté là, figé derrière la porte, tenant une boîte de gants stériles. Il continuait à parler de la gentillesse apparente de Cédric quand il m'avait rendu visite au travail auparavant. Peut-être que j'exagérais ce qui s'était passé ou que je jouais la victime pour attirer l'attention. J'ai attendu qu'il parte avant de sortir de la salle de préparation. L'isolement au travail rendait tout tellement plus difficile parce que l'hôpital me semblait être un espace sûr et professionnel où j'étais respectée et compétente. Maintenant, j'avais l'impression que les gens me jugeaient et remettaient en question ma version des faits. J'ai commencé à déjeuner dans ma voiture pour éviter complètement la salle de pause. Maître Gilbert m'a appelé ce vendredi pour dire qu'elle déposait les papiers du divorce en mon nom. Elle avait tout préparé en citant la maltraitance et l'altération définitive du lien conjugal. J'ai signé les papiers à son bureau en me sentant engourdi. Elle a expliqué que Cédric serait notifié par huissier dans quelques jours et aurait le temps de répondre. J'ai demandé s'il pouvait contester et elle a dit oui, mais étant donné les charges criminelles et l'ordonnance de protection, la plupart des juges accorderaient le divorce rapidement aux torts exclusifs de l'époux. 2 semaines plus tard, Maître Gilbert a appelé pour dire que Cédric avait contesté le dossier. Son avocat a envoyé des conclusions affirmant que j'étais mentalement instable à cause de mes médicaments contre l'épilepsie. Le document disait que je faisais de fausses accusations contre Cédric parce que les médicaments affectaient mon jugement et ma perception de la réalité. Il demandait une expertise psychiatrique avant que la procédure de divorce ne continue. Pascal m'a lu des parties de la lettre au téléphone et je me suis senti malade. Voir ces mots sur moi-même, disant que j'étais mentalement instable et qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour savoir ce qui m'était arrivé, m'a donné l'impression d'être folle. Pascal m'a assuré que c'était une tactique d'intimidation standard que les agresseurs utilisaient. Elle a dit que l'avocat de Cédric essayait de me faire douter de moi-même et de me faire peur pour que je laisse tomber. Mais lire ces accusations me faisait quand même me demander si je ne réagissais pas de manière excessive ou si je ne me souvenais pas mal des choses. Peut-être que Cédric avait vraiment essayé d'aider et que j'étais trop dépendante des médicaments pour le voir clairement.
Pascal a dû entendre quelque chose dans ma voix car elle m'a dit fermement de ne pas laisser les mots de son avocat entrer dans ma tête. Elle a dit que nous avions des dossiers médicaux, des rapports de police et des témoignages prouvant que tout ce que j'avais dit était vrai. Le docteur Lecomte a appelé Maître Gilbert directement après qu'elle a contacté son bureau au sujet des affirmations de Cédric. Il a passé tout un après-midi à écrire une attestation détaillée expliquant que mes médicaments contre l'épilepsie ne causaient pas d'instabilité mentale. La lettre comprenait des années de dossiers médicaux montrant un traitement stable et des examens neurologiques tout à fait normaux. Il a documenté chaque rendez-vous, chaque prise de sang, chaque évaluation cognitive que j'avais jamais faite. Le dossier montrait que ma fonction cérébrale était normale, ma mémoire était normale, mon jugement était normal. Le docteur Lecomte a écrit que les médicaments contre l'épilepsie stabilisaient l'activité cérébrale. Ils n'altéraient pas la fonction cognitive. Il a expliqué que mes niveaux de médicaments avaient toujours été thérapeutiques et appropriés. La seule fois où j'avais montré des problèmes était lorsque Cédric avait interféré avec mon accès aux médicaments, causant la crise et le traumatisme crânien. Pascal m'a appelé après avoir reçu la lettre et a dit qu'elle détruisait complètement l'argument de Cédric avant qu'il ne puisse gagner du terrain. Elle semblait excitée, disant qu'aucun juge ne remettrait en question ma compétence après avoir lu la documentation du docteur Lecomte. Je me sentais reconnaissante, mais aussi triste que mon propre médecin doive passer des heures à défendre ma santé mentale parce que mon mari essayait de me dépeindre comme instable. La procureure chargée de l'affaire criminelle de Cédric voulait me rencontrer au sujet du témoignage. Son bureau était au tribunal en centre-ville dans un bâtiment qui sentait le vieux café et le nettoyant pour sol. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux noirs tirés en un chignon serré. Elle s'est présentée et a expliqué qu'il poursuivait pour mise en danger d'autrui au niveau criminel parce que les actions de Cédric avaient créé un risque substantiel de mort ou de blessure grave. Quand elle a prononcé les mots « risque substantiel de mort » à voix haute, j'ai dû m'excuser. J'ai à peine atteint les toilettes de son bureau avant de vomir. Elle a frappé à la porte en demandant si j'allais bien, et j'ai dit oui, mais ce n'était pas le cas. Je me suis lavé le visage et je suis ressorti. Elle a été gentille à ce sujet et a dit que la plupart des victimes avaient de fortes réactions en entendant les charges énoncées formellement. Nous avons passé 2 heures à passer en revue mon témoignage potentiel. Elle a posé des questions détaillées sur chaque incident de médication, chaque conversation avec Cédric. Chaque fois que je m'étais senti en danger. Elle voulait que je sois préparé à ce que l'avocat de Cédric me contre-interroge agressivement. Il essaierait de me faire paraître peu fiable ou de suggérer que j'exagérais. Elle a dit de rester calme et de s'en tenir aux faits. À la fin de la réunion, ma tête martelait et je me sentais épuisé. En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser à l'expression « risque substantiel de mort » et à quel point j'étais passé près de ne pas survivre à l'aide de Cédric. Nos amis communs ont commencé à me contacter avec des messages de Cédric. Il leur demandait de me dire qu'il était désolé et qu'il voulait aller en thérapie de couple ensemble. Il disait que nous pourrions surmonter cela si je lui parlais simplement. Une amie a envoyé un texto disant que Cédric semblait vraiment plein de remords et peut-être que je devrais envisager. J'ai apporté les messages à ma séance de thérapie et le docteur Richard est devenu très sérieuse. Elle m'a prévenu que c'était une tactique d'abus courante. Les agresseurs essaient souvent d'utiliser le conseil conjugal comme un autre moyen de manipuler et de contrôler leurs victimes. Elle a dit que la thérapie avec un agresseur était dangereuse parce qu'il manipule le processus thérapeutique pour paraître raisonnable tout en continuant à manipuler mentalement la victime, gaslighting. Un bon thérapeute n'accepterait même pas de thérapie de couple dans des cas de violence conjugale. Ils orienteraient chaque personne vers une thérapie individuelle à la place. Le docteur Richard m'a dit fermement de n'avoir aucun contact avec Cédric, pas même par l'intermédiaire d'amis. J'ai envoyé un texto à tout le monde disant que je ne pouvais pas avoir de contact avec Cédric et qu'il devait respecter cette limite. Certains amis ont compris, mais d'autres ont cessé de me parler complètement. Une amie a répondu en disant que j'étais dramatique et que je détruisais un mariage pour un désaccord sur des médicaments. Une autre a dit que je devrais être plus indulgente puisque Cédric essayait de faire amende honorable. Perdre des amis faisait presque aussi mal que de perdre mon mariage parce que j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment compris ce que Cédric m'avait fait. Mon rendez-vous de suivi avec le docteur Lecomte a eu lieu exactement 1 mois après la crise à l'hôpital. Il a vérifié mes niveaux de médicaments et ils étaient enfin stables à nouveau. Je n'avais pas eu de crise intercurrente depuis ma sortie de l'hôpital. Il semblait satisfait de mes progrès et a dit que nous continuerions à surveiller de près. Mais ensuite, il a posé des questions sur ma routine de médication, et j'ai dû admettre que j'avais développé une anxiété sérieuse à ce sujet.
Je vérifiais et revérifiais que j'avais pris mes pilules plusieurs fois par jour. Je gardais les boîtes avec moi constamment, dans mon sac à main, dans ma voiture, à côté de mon lit. Je me réveillais au milieu de la nuit paniqué à l'idée que quelqu'un les ait cachées. Parfois, je vérifiais la boîte 6 ou 7 fois en une heure pour m'assurer que les pilules étaient toujours là. Le docteur Lecomte a écouté tranquillement et a dit que cette hypervigilance était une réponse traumatique. Mon cerveau essayait de me protéger du danger que j'avais vécu en restant constamment en alerte. Il a dit que c'était tout à fait compréhensible étant donné ce que Cédric avait fait, mais que j'avais besoin d'aide pour gérer cela. Il m'a orienté vers un psychiatre spécialisé dans les traumatismes médicaux. Je me sentais gêné d'admettre à quel point j'étais devenue anxieuse, mais le docteur Lecomte m'a assuré que les réponses traumatiques étaient des réactions normales à des situations anormales. Il a dit qu'obtenir de l'aide maintenant empêcherait l'anxiété de s'aggraver ou d'interférer avec mon traitement à long terme. Ma cadre m'a convoqué dans son bureau la semaine après la scène de Catherine dans le hall. Elle a fermé la porte et m'a demandé de m'asseoir. Elle a dit que l'administration de l'hôpital était préoccupée par l'incident et son impact sur l'environnement de travail. Certains membres du personnel s'étaient plaints de se sentir mal à l'aise avec ce drame. Il y avait des inquiétudes sur ce qui se passerait si Catherine revenait ou si d'autres membres de la famille se présentaient. Ma cadre a dit qu'il devait me mettre en poste aménagé temporairement pendant que les choses se calmaient. Le poste aménagé signifiait travailler dans la salle des archives à organiser des dossiers au lieu de faire des scanners de patients. Cela signifiait être loin du service que j'aimais et du travail pour lequel j'étais doué. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était temporaire et pour la sécurité de tous, mais je savais ce que ça signifiait vraiment. Les administrateurs s'inquiétaient de la responsabilité s'il m'arrivait une autre crise au travail. Ils s'inquiétaient d'autres scènes avec la famille de Cédric perturbant les opérations. J'étais rétrogradé parce que ma crise personnelle était un inconvénient pour l'hôpital. J'ai dit que je comprenais même si j'avais envie de hurler. Ma cadre a semblé soulagée et a dit qu'elle appréciait ma flexibilité. En retournant chercher mes affaires au service de radiologie, j'ai ressenti la rétrogradation comme un poids physique. J'avais travaillé si dur pour construire ma carrière et maintenant je classais des papiers dans un bureau en sous-sol parce que mon mari avait essayé de me tuer et que sa mère ne pouvait pas l'accepter. La salle des archives est devenue ma prison pendant les 2 semaines suivantes, triant des dossiers de patients vieux d'une décennie dans un bureau en sous-sol sans fenêtre qui sentait la poussière et la paperasse oubliée. Je gardais mon téléphone sur mon bureau avec le volume au maximum, le vérifiant toutes les quelques minutes, même si personne n'appelait. Mes collègues de radiologie sont passés les premiers jours avec des regards compatissants et des offres pour aller me chercher du café. Mais ces visites se sont rapidement espacées. Les gens ne savaient pas quoi dire à quelqu'un dont le mari a essayé de les tuer en cachant leurs médicaments, alors ils ont arrêté d'essayer. Je déjeunais seul à mon bureau au lieu d'aller au self où je risquais de croiser Catherine à nouveau ou d'affronter d'autres questions gênantes de gens qui avaient entendu des rumeurs mais ne connaissaient pas toute l'histoire. Le lieutenant Martin m'a appelé un jeudi après-midi alors que je classais par ordre alphabétique des dossiers de 2015. Il a demandé si je pouvais venir au commissariat parce qu'il avait des choses à me montrer concernant l'enquête. J'ai quitté le travail plus tôt et j'ai conduit jusqu'au poste de police avec les mains tremblantes sur le volant. Martin m'a reçu dans une petite salle de conférence avec des dossiers étalés sur la table et son ordinateur portable ouvert sur ce qui ressemblait à des feuilles de calcul. Il a expliqué qu'ils avaient exécuté un mandat de perquisition sur l'ordinateur et le téléphone de Cédric dans le cadre de l'enquête criminelle. Ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. L'historique de visionnage YouTube de Cédric remontait à 18 mois et contenait des centaines d'heures de contenu de médecine alternative. Martin a fait défiler des captures d'écran montrant vidéo après vidéo sur des complots pharmaceutiques, la guérison naturelle, et des gens prétendant s'être guéris de diverses maladies en rejetant la médecine occidentale. Il y avait des chaînes entièrement dédiées à l'épilepsie avec des titres comme Big Pharma ne veut pas que vous sachiez ça, et j'ai guéri mes crises sans médicaments. Les sections de commentaires étaient pleines de gens disant que les médicaments étaient du poison. Que les médecins gardaient les patients malades pour le profit. Que quiconque prenait des pilules subissait un lavage de cerveau. Martin m'a montré l'historique de recherche de Cédric aussi. Effet secondaire des médicaments contre l'épilepsie. Combien de temps avant une crise sans médicaments? Chronologie du sevrage des médicaments contre l'épilepsie. Peut-on mourir d'une crise d'épilepsie? Les recherches dépeignaient l'image de quelqu'un recherchant exactement ce qui se passerait si j'arrêtais de prendre mes pilules. Martin a dit que cette preuve montrait la préméditation. Que Cédric n'avait pas juste été mal avisé, mais avait activement recherché les conséquences de l'interférence avec mon traitement.
Je suis restée assise là à regarder l'écran en me sentant malade parce que cela signifiait que Cédric savait. Il savait que je pouvais avoir une crise. Il savait que ça pouvait être dangereux. Il l'a fait quand même parce qu'un conspirationniste sur YouTube l'a convaincu que les médicaments étaient pires que la maladie. Voir tout cela documenté comme ça m'a aidé à comprendre comment Cédric s'est radicalisé dans ses croyances, mais cela n'a pas rendu la chose moins douloureuse. L'homme que j'avais épousé avait passé des mois à regarder des vidéos qui lui disaient que je n'avais pas vraiment besoin de mes médicaments et il avait cru des inconnus sur Internet plutôt que mes médecins et moi. Je suis rentré à l'appartement de Julie hébété et j'ai trouvé un message vocal de Théo m'attendant sur mon téléphone. Il a dit qu'il avait besoin de me parler de quelque chose d'important concernant le cas de Cédric. Je l'ai rappelé et il a répondu à la première sonnerie. Théo a dit qu'il avait réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'il voulait témoigner en mon nom si cela pouvait aider. Il m'a dit que Cédric avait essayé de le convaincre d'arrêter de prendre ses médicaments pour la tension artérielle l'année dernière, disant que c'était une arnaque et que les laboratoires pharmaceutiques voulaient juste garder les gens dépendants des pilules. Théo en avait ri à l'époque parce qu'il pensait que Cédric traversait juste une phase bizarre avec les trucs de bien-être. Mais maintenant il réalisait à quel point les croyances de Cédric étaient devenues sérieuses. Théo a dit qu'il se sentait coupable de ne pas l'avoir pris plus au sérieux quand Cédric débitait ses absurdités. Que peut-être s'il avait résisté plus fort, Cédric ne s'en serait pas pris à mes médicaments. J'ai dit à Théo que ce n'était pas sa faute et je l'ai remercié de proposer de témoigner. Son soutien signifiait beaucoup, surtout venant du propre frère de Cédric. Mais cela m'a aussi fait réaliser que les croyances dangereuses de Cédric s'étendaient au-delà de moi. Il avait essayé de dissuader son frère de prendre des médicaments nécessaires aussi. Combien d'autres personnes Cédric avait-il essayé d'influencer avec sa croisade anti-médicaments ? Je me demandais s'il avait embêté nos amis ou ses collègues avec ses théories sur les complots de Big Pharma. Théo a promis de contacter le lieutenant et le procureur pour proposer son témoignage. Il a dit qu'il voulait s'assurer que tout le monde comprenne que ce n'était pas juste à propos de moi, que Cédric avait un modèle de comportement consistant à essayer d'interférer avec le traitement médical des gens. La procédure de divorce a commencé à avancer et Maître Gilbert a déposé les documents initiaux. Cédric a tout contesté immédiatement et a engagé un avocat qui semblait déterminé à rendre le processus aussi difficile que possible. 2 semaines après le dépôt initial, Pascal m'a appelé furieuse parce que l'avocat de Cédric avait demandé la saisie de mes dossiers médicaux. Ils essayaient de prouver que je n'avais pas respecté mon traitement, suggérant que j'avais manqué des doses de mon propre chef et que je blâmais maintenant Cédric pour éviter de prendre mes responsabilités. Pascal a déposé une requête d'urgence pour bloquer la saisie, arguant que l'affaire criminelle avait déjà établi l'interférence de Cédric et que mes dossiers médicaux étaient couverts par le secret médical. Nous avons eu une audience devant la juge qui avait accordé mon ordonnance de protection. Elle a eu l'air agacée quand l'avocat de Cédric a essayé d'argumenter que mes antécédents médicaux étaient pertinents pour la procédure de divorce. La juge a refusé la demande, déclarant catégoriquement que l'enquête criminelle avait documenté des preuves abondantes que Cédric avait altéré mes médicaments, et qu'il n'y avait aucune base pour remettre en question mon observance. Cédric était assis de l'autre côté de la salle d'audience, me lançant un regard noir comme si j'étais celle qu'il avait trahie, comme si j'avais fait quelque chose de mal en signalant ce qu'il avait fait. Son expression me rappelait toutes les fois où il m'avait accusé d'être dramatique ou fermé d'esprit quand je refusais d'arrêter de prendre mes médicaments. Même maintenant, face à des charges criminelles et un divorce, il semblait toujours penser qu'il était la victime dans cette situation. Pascal a chuchoté que la décision de la juge était un bon signe pour la procédure de divorce, que l'avocat de Cédric se raccrochait aux branches. Je voulais juste que ce soit fini pour pouvoir arrêter de m'asseoir dans des salles d'audience à regarder le visage de mon mari. Ce soir-là, je suis rentré de l'audience et j'ai trouvé un long email de Catherine dans ma boîte de réception. L'objet disait « S'il te plaît, lis avec un cœur ouvert ». J'ai failli l'effacer sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a fait cliquer. Catherine avait écrit plusieurs paragraphes sur la façon dont je déchirais la famille et détruisais la vie de Cédric pour une erreur. Elle a dit que Cédric avait commis une erreur de jugement mais ne méritait pas d'avoir tout son avenir gâché à cause de ça. L'email comprenait des versets bibliques sur le pardon et le fait de tendre l'autre joue. Catherine a écrit que j'étais vindicative en poursuivant les charges criminelles au lieu de régler cela en privé comme une affaire de famille. Elle a dit que Cédric avait appris sa leçon et ne ferait plus jamais rien de tel si je retirais ma plainte et travaillais sur notre mariage. L'email m'a fait bouillir de rage parce qu'il montrait que Catherine ne comprenait toujours pas ce que Cédric avait fait. Ce n'était pas une erreur ou une erreur de jugement. Cédric avait systématiquement caché mes médicaments pendant des mois, recherché le sevrage des crises,
annulé mes ordonnances et mis ma vie en danger. Mais Catherine présentait cela comme si Cédric avait oublié de sortir les poubelles ou dit quelque chose de grossier au dîner. Je voulais répondre et expliquer pour la 100e fois que Cédric avait failli me tuer. Mais je savais que ça n'aurait pas d'importance. Catherine avait décidé que son fils était la victime, et rien de ce que je dirais ne changerait son avis. Au lieu de cela, j'ai enregistré l'email dans un dossier parce que Pascal m'avait dit de documenter tout contact de la famille de Cédric. Elle a dit que si le harcèlement continuait, nous pourrions avoir besoin d'étendre l'ordonnance de protection pour inclure Catherine. Mon premier rendez-vous avec la psychiatre vers laquelle le docteur Lecomte m'avait orienté a eu lieu un mercredi matin avant mon service à la salle des archives. La psychiatre a posé des questions détaillées sur mon anxiété concernant les médicaments et mes comportements de vérification constante. Je lui ai parlé du fait de me réveiller plusieurs fois la nuit pour m'assurer que mes pilules étaient toujours là, de garder les boîtes dans mon sac à main à tout moment, de les vérifier 6 ou 7 fois par heure pour confirmer que personne ne les avait déplacées. Elle a écouté et pris des notes, puis m'a dit que j'avais un stress post-traumatique, SPT, lié à l'altération des médicaments et à la mise en danger médicale. Elle a expliqué que mon anxiété et mon hypervigilance étaient des réponses traumatiques classiques, que mon cerveau essayait de me protéger du danger en restant constamment en alerte. Le diagnostic semblait à la fois validant et dévastateur. Validant parce qu'il confirmait que mes réactions étaient normales étant donné ce que j'avais vécu, mais dévastateur parce que cela signifiait que Cédric m'avait endommagé d'une manière qui ne guérirait pas facilement. La psychiatre a recommandé de commencer une thérapie axée sur le traumatisme en plus de mes séances de conseil régulières. Elle a prescrit des anxiolytiques, mais j'ai fait une crise de panique dans son bureau à l'idée de prendre une autre nouvelle pilule, terrifié que quelqu'un l'altère ou me dise que je n'en avais pas vraiment besoin. Elle a été patiente et compréhensive, expliquant que ma peur faisait partie de la réponse traumatique. Nous avons convenu que je commencerais avec une faible dose et que je garderais les médicaments au travail dans mon casier où je savais qu'ils étaient en sécurité. Commencer la thérapie par le traumatisme ressemblait à admettre que Cédric avait brisé quelque chose de fondamental en moi, que je ne pouvais pas simplement passer à autre chose et oublier ce qui s'était passé. La psychiatre m'a assuré que les réponses traumatiques étaient des réactions normales à des situations anormales et qu'obtenir de l'aide maintenant empêcherait les choses d'empirer. Julie m'a trouvé en train de pleurer sur son canapé ce soir-là après le rendez-vous chez la psychiatre. Elle s'est assise à côté de moi et a dit que je pouvais rester avec elle aussi longtemps que j'en avais besoin, qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à avoir une colocataire. J'appréciais sa gentillesse, mais je savais que je devais commencer à reconstruire mon indépendance au lieu de compter indéfiniment sur sa générosité. J'ai commencé à regarder des appartements en ligne, cherchant des studios ou des T1 que je pouvais me permettre avec mon salaire de manipulatrice radio. Le stress financier m'a submergé immédiatement. Je payais Pascal pour l'avocat du divorce, je payais la psychiatre et la thérapeute spécialisée en traumatisme, j'essayais d'économiser pour le premier mois de loyer et la caution. Mon salaire couvrait à peine tout ça, même sans loyer. J'ai pris des gardes supplémentaires à la salle des archives malgré les inquiétudes de ma cadre sur le fait que je travaillais trop. Elle m'a prise à part et a dit qu'elle craignait que je ne m'épuise, mais j'ai expliqué que j'avais besoin d'argent pour les frais juridiques et la thérapie. Elle a semblé mal à l'aise et a changé de sujet. Je passais mes soirées à faire défiler les annonces d'appartements et à faire les comptes encore et encore, essayant de trouver comment faire fonctionner les chiffres. Certaines nuits, je restais éveillé dans la chambre d'amis de Julie, paniquant à propos de l'argent et me demandant si je devais simplement abandonner et retourner chez mes parents à l'autre bout du pays. Mais cela ressemblait à laisser Cédric gagner, à admettre que je ne pouvais pas gérer les choses par moi-même. La procureure m'a appelé 3 semaines après le dépôt des charges initiales. Elle a dit que Cédric avait violé l'ordonnance de protection en essayant de me contacter à plusieurs reprises par l'intermédiaire d'amis communs et de membres de la famille. Il avait demandé à des amis de me dire qu'il était désolé et voulait parler. Il avait fait envoyer un email par sa mère. Il avait même essayé d'amener Théo à me convaincre d'abandonner les poursuites. La procureure a expliqué que ces tentatives d'influencer mon témoignage ou de me convaincre d'abandonner les charges violaient les conditions de l'ordonnance et constituaient une subornation de témoin. Elle déposait des charges supplémentaires et demandait la révocation du contrôle judiciaire de Cédric et son placement en détention provisoire. J'ai ressenti un mélange bizarre de soulagement et de culpabilité. Soulagement parce que cela signifiait que Cédric ferait face à plus de conséquences pour ne pas me laisser tranquille, mais culpabilité parce que je savais que ses parents me blâmeraient pour son emprisonnement. La procureure m'a assuré que je n'avais rien fait de mal, que Cédric avait fait ses propres choix pour violer l'ordonnance du tribunal. 2 jours plus tard,
Cédric a passé sa première nuit en prison après que le juge des libertés et de la détention a ordonné son incarcération lors d'une audience d'urgence. Il y est resté 2 semaines en attendant une audience sur sa remise en liberté. Catherine m'a laissé un message vocal en colère disant que c'était de ma faute parce que j'étais impitoyable et vindicative. J'ai enregistré ce message vocal aussi, pour le dossier de harcèlement de Pascal. Mon témoignage devant le tribunal a eu lieu par une matinée froide début novembre. La procureure m'avait préparé la veille, expliquant quelles questions elle poserait. Je me suis assise dans une salle et je leur ai tout raconté. La dissimulation des médicaments, l'annulation de l'ordonnance, l'incident du congélateur, la crise au travail, le traumatisme crânien. Je leur ai montré des photos du bleu sur ma tête dû au choc contre la machine IRM. La procureure m'a demandé de décrire la découverte de multiples boîtes de médicaments cachées dans la maison après l'arrestation de Cédric. Les personnes présentes avaient l'air horrifiées pendant que je parlais, surtout quand la procureure leur a montré l'historique de recherche de Cédric sur le sevrage des crises. Une femme avait les larmes aux yeux. Tout le témoignage a pris environ 1 heure, et quand j'ai fini, la procureure m'a raccompagné et a dit « Vous vous êtes très bien débrouillé ». 3 jours plus tard, elle a appelé pour me dire que le juge avait décidé de renvoyer Cédric devant le tribunal correctionnel pour des délits graves, incluant la mise en danger d'autrui, les violences volontaires et la dégradation de biens. Elle a dit que c'était un dossier solide à cause de l'historique de recherche documenté et de l'interférence avec l'ordonnance, mais elle m'a aussi prévenu que les procès étaient imprévisibles. Elle a dit que l'avocat de Cédric essaierait probablement de négocier une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, et que je devrais me préparer à cette possibilité. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais à propos d'un accord. Une partie de moi voulait que Cédric fasse face à un procès complet et que tout ce qu'il a fait soit exposé publiquement, mais une autre partie voulait juste que ce soit fini pour pouvoir avancer dans ma vie. L'avocat de Cédric a contacté Maître Gilbert 2 semaines après le renvoi. Il a proposé une CRPC où Cédric plaiderait coupable pour éviter une peine de prison ferme en échange d'une mise à l'épreuve et d'une thérapie obligatoire. La procureure m'a appelé pour en discuter et a dit que la décision m'appartenait en fin de compte. Elle pouvait pousser pour un procès classique si c'était ce que je voulais, mais la procédure de plaider coupable était courante et résoudrait les choses plus rapidement avec moins de traumatisme. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Ce soir-là en thérapie, j'ai craqué en essayant de comprendre avec quels résultats je pourrais vivre. Ma thérapeute m'a aidé à traverser mes sentiments contradictoires. Je voulais que Cédric fasse face à des conséquences sérieuses pour avoir failli me tuer. Mais je voulais aussi arrêter de penser à lui tous les jours. Un procès signifiait des mois supplémentaires de date d'audience et de témoignage et de voir son visage. Un accord signifiait que ce serait fini plus tôt, mais Cédric pourrait s'en tirer plus facilement qu'il ne le méritait. Ma thérapeute a dit qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse, que je devais décider ce qui m'aiderait à guérir et à avancer. Elle m'a rappelé que Cédric aurait toujours une condamnation sur son casier judiciaire de toute façon, que le sursis probatoire et la thérapie obligatoire étaient des conséquences réelles, même si ce n'était pas de la prison ferme. J'ai passé des jours à agoniser sur la décision, faisant des listes de pour et de contre, en parlant avec Julie et Pascal. Finalement, j'ai dit à la procureure que j'accepterais l'accord s'il incluait une longue période de mise à l'épreuve, des obligations de soins strictes et une interdiction de contact permanente. Elle a dit qu'elle négocierait ces termes avec l'avocat de Cédric. L'audience préliminaire a eu lieu avant que l'accord ne soit finalisé. Le docteur Lecomte a dû témoigner sur les dangers médicaux du sevrage des médicaments contre l'épilepsie. J'étais assise dans la salle d'audience à l'écouter expliquer au juge comment l'arrêt brutal des médicaments anticonvulsifs pouvait causer un état de mal épileptique, un état de crise continue qui pouvait entraîner des lésions cérébrales ou la mort. Il a décrit comment mes niveaux de médicaments avaient été dangereusement bas quand je suis arrivé aux urgences. Comment la crise aurait pu me tuer si j'avais été au volant ou dans une situation différente. Il a parlé du traumatisme crânien et à quel point cela aurait pu être pire. L'entendre décrire ce qui aurait pu m'arriver m'a donné le tournis. Je savais intellectuellement que cacher mes médicaments était dangereux, mais entendre un médecin expliquer les manières spécifiques dont j'aurais pu mourir ou être handicapé cérébral de façon permanente a rendu la chose réelle d'une nouvelle façon. Cédric était assis à la table de la défense, regardant ses mains pendant que le docteur Lecomte témoignait. Son avocat a essayé d'argumenter que Cédric ne comprenait pas la gravité des risques, mais le docteur Lecomte a calmement souligné que l'historique de recherche de Cédric montrait qu'il avait fait des recherches sur le sevrage des crises et ses dangers. La juge a eu l'air dégoûtée quand l'avocat continuait d'essayer de minimiser ce que Cédric avait fait. Après le témoignage du docteur Lecomte,
La procureure et l'avocat de la défense sont allés discuter des termes de l'accord. J'ai attendu dans le couloir avec Pascal, essayant de ne pas vomir. Ils sont ressortis 20 minutes plus tard, et la procureure m'a fait signe de les rejoindre dans une petite salle de conférence au bout du couloir. Elle a exposé les termes que l'avocat de Cédric offrait. Il plaiderait coupable de mise en danger d'autrui et violence volontaire, en échange de 3 ans de sursis probatoire avec des conditions strictes, soins obligatoires contre la violence conjugale 2 fois par semaine pendant toute la période probatoire. Test de dépistage de drogue aléatoire même si la drogue n'était pas impliquée, juste pour établir un modèle de conformité. Une interdiction de contact permanente qui le suivrait même après la fin de la probation. Travail d'intérêt général auprès d'associations soutenant les patients atteints de maladies chroniques, ce qui semblait bizarrement approprié, et il devrait payer mes frais juridiques pour l'affaire pénale et le divorce. La procureure a dit que c'était un accord solide car il garantissait des conséquences sans me faire subir un procès classique. Elle a expliqué que les procès étaient imprévisibles et que les juges pouvaient parfois être cléments avec les accusés qui prétendaient avoir de bonnes intentions. Avec cette procédure, Cédric aurait un casier judiciaire qui apparaîtrait sur chaque vérification d'antécédents. Il ne pourrait jamais travailler dans la santé ou l'éducation ou tout domaine nécessitant de la confiance. Son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation le surveillerait de près et toute violation l'enverrait directement en prison pour purger la peine originale. J'ai demandé quelle aurait été la peine originale si nous étions allés au procès et avions gagné. Elle a dit probablement 2 à 4 ans de prison, mais il y avait toujours le risque de perdre et que Cédric reparte sans rien. Je me sentais malade à l'idée qu'il ne fasse face à aucune conséquence du tout. Pascal m'a pressé l'épaule et m'a rappelé que le sursis probatoire et les soins obligatoires étaient une vraie punition, que Cédric passerait 3 ans sous surveillance et examen constant. La procureure a ajouté que l'interdiction de contact permanente était énorme car cela signifiait que Cédric ne pourrait plus jamais me contacter pour quelque raison que ce soit sans risquer une arrestation immédiate. Je suis resté assise à regarder les papiers de l'accord en essayant de décider si je pouvais vivre avec ce résultat. Une partie de moi voulait que Cédric soit enfermé là où il ne pourrait blesser personne d'autre, mais une autre partie de moi voulait juste que ce soit fini pour pouvoir commencer à reconstruire ma vie sans date d'audience et témoignages planant au-dessus de moi. J'ai demandé quelques heures pour y réfléchir, et la procureure a dit que c'était bon. L'avocat de Cédric leur avait donné jusqu'à la fin de la journée pour répondre. Pascal m'a ramené à l'appartement de Julie, et j'ai passé l'après-midi à faire les 100 pas dans le salon en essayant de comprendre ce que je voulais. Julie m'a fait du thé et a écouté pendant que je parlais de tous mes sentiments contradictoires. J'étais en colère que Cédric puisse éviter la prison ferme. J'étais soulagé de ne pas avoir à témoigner devant un tribunal plein et revivre tout dans les moindres détails. J'avais peur que la probation ne soit pas suffisante pour l'empêcher de faire ça à quelqu'un d'autre. J'étais épuisé par des mois de procédure judiciaire et je voulais juste récupérer ma vie. Julie a souligné que 3 ans de probation surveillée avec thérapie obligatoire signifiait que Cédric ferait face à des conséquences chaque semaine, que ce n'était pas comme s'il s'en tirait à bon compte. J'ai appelé ma thérapeute et elle m'a aidé à travailler sur la décision. Elle m'a rappelé que je devais choisir ce qui m'aiderait à guérir et à avancer, pas ce qui punirait Cédric le plus. Elle a dit que les 2 résultats étaient valables et qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. J'ai pensé au fait de m'asseoir dans une salle d'audience pendant des jours, à écouter l'avocat de Cédric essayer de me dépeindre comme instable ou dramatique. J'ai pensé à la famille de Cédric témoignant de quel homme bon il était et comment il avait juste fait une erreur. J'ai pensé aux gens voyant mes dossiers médicaux et toute ma vie exposée au jugement d'étrangers. Puis j'ai pensé à signer l'accord et à en avoir fini avec l'affaire pénale en quelques semaines. J'ai rappelé la procureure ce soir-là et lui ai dit que j'accepterais l'accord avec les termes qu'elle avait exposés. Elle a dit qu'elle notifierait l'avocat de Cédric et planifierait l'audience d'homologation pour la semaine suivante. Je me sentais à la fois soulagé et déçu, comme si j'avais fait le choix pratique, mais pas le choix satisfaisant. L'audience d'homologation a eu lieu un mardi matin au tribunal judiciaire en centre-ville. J'étais assise dans la salle avec Pascal pendant que Cédric se tenait devant le juge avec son avocat. La procureure a lu les charges et les termes de l'accord. Cédric a dû déclarer à voix haute qu'il plaidait coupable, qu'il comprenait qu'il admettait avoir délibérément interféré avec mes médicaments et m'avoir causé un préjudice grave. Sa voix était calme, et je ne pouvais pas lire son expression de là où j'étais assise. Le juge lui a posé plusieurs questions pour s'assurer qu'il comprenait ce qu'il acceptait. Comprenait-il qu'il s'agissait de condamnation pénale? Oui. Comprenait-il qu'il serait sous sursis probatoire pour 3 ans avec des conditions strictes? Oui. Comprenait-il que toute violation entraînerait une peine de prison immédiate? Oui.
Comprenait-il que l'interdiction de contact permanente signifiait qu'il ne pourrait plus jamais me contacter? Oui. Le juge a homologué la peine. C'était tout. Moins de 20 minutes et l'affaire était essentiellement terminée. L'avocat de Cédric l'a fait sortir par une porte latérale et je n'ai pas eu à le voir de près. Pascal a dit que c'était bien, que la procédure rapide signifiait moins de stress pour moi, mais je me sentais étrangement vide, comme si je m'étais attendu à quelque chose de plus dramatique ou conclusif. La procureure nous a rejointes dans le couloir et a expliqué que je pourrais faire une déclaration si je le voulais lors de la formalisation finale. 3 semaines plus tard, j'étais de retour au tribunal. Cette fois, j'avais préparé une déclaration que ma thérapeute m'avait aidé à écrire. J'étais assise au premier rang pendant que la juge examinait le dossier. Ensuite, elle a demandé si je voulais m'adresser à la cour. Je me suis levé et mes mains tremblaient, tenant le papier sur lequel j'avais imprimé ma déclaration. J'ai parlé à la juge des 8 années de gestion réussie de l'épilepsie avant que Cédric ne commence à interférer. J'ai décrit la peur de ne pas pouvoir trouver mes médicaments et l'humiliation d'être traité de drogué par sa famille. J'ai expliqué m'être réveillé aux urgences avec un traumatisme crânien et avoir appris que j'aurais pu mourir. J'ai parlé de l'anxiété persistante autour de la prise de mes médicaments maintenant, de l'hypervigilance et des cauchemars sur les crises. J'ai dit que j'espérais que la thérapie aiderait Cédric à comprendre que ce qu'il a fait était de la maltraitance, pas de l'inquiétude, et qu'interférer avec le traitement médical de quelqu'un pouvait le tuer. Ma voix s'est brisée quelquefois, mais je suis allé jusqu'au bout. Quand je me suis rassise, Pascal a serré ma main. L'avocat de Cédric s'est levé et Cédric a lu une déclaration qu'il avait préparée. Il a dit qu'il était désolé de m'avoir causé du tort et qu'il avait été mal avisé dans ses croyances sur les médicaments. Il a prétendu qu'il avait essayé de m'aider à vivre une vie plus saine et n'avait jamais eu l'intention que je sois blessé. Il a dit qu'il avait appris de cette expérience et qu'il remplirait toutes les exigences de la thérapie. La juge l'a laissé finir et puis son expression est devenue froide. Elle a dit que l'intention n'avait pas d'importance quand quelqu'un cachait délibérément des médicaments vitaux et faisait des recherches sur le sevrage des crises. Elle a dit que l'historique de recherche internet de Cédric montrait qu'il connaissait les dangers et avait procédé quand même. Elle lui a dit qu'il avait de la chance que la crise ne m'ait pas tué ou causé de dommages cérébraux permanents parce qu'alors il ferait face à des charges d'homicide involontaire. Elle a confirmé les 3 ans de sursis probatoire avec toutes les conditions de l'accord, soulignant que toute violation entraînerait une incarcération immédiate. Elle a dit que l'interdiction de contact resterait en vigueur. Elle lui a dit qu'altérer le traitement médical de quelqu'un était l'une des formes les plus dangereuses de violence conjugale, et qu'elle espérait que la thérapie l'aiderait à comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Le visage de Cédric était rouge et il regardait la table pendant qu'elle parlait. Quand la juge nous a renvoyés, j'ai ressenti cette vague de validation en l'entendant décrire les actions de Cédric comme de la maltraitance et dangereuse. Ce n'était pas la peine de prison qu'une partie de moi avait voulu, mais c'était quelque chose. 2 semaines après, Pascal a appelé pour me dire que le divorce était finalisé. Je n'ai pas eu à assister à l'audience finale parce que nous nous étions déjà mis d'accord sur tous les termes via nos avocats. J'ai pu garder ma voiture et tous mes effets personnels. Cédric a dû payer mes frais juridiques pour l'affaire pénale et le divorce, ce qui s'élevait à presque 14 000 €. Nous n'avions pas grand-chose en termes d'actifs communs parce que nous n'avions été mariés que 2 ans et la plupart de nos meubles venaient de sa famille. Je n'en voulais pas de toute façon. Pascal m'a envoyé le jugement final par email et je l'ai regardé pendant un long moment. Légalement, je n'étais plus marié à Cédric. Le pire chapitre de ma vie était officiellement clos. J'aurais dû me sentir soulagée ou heureuse, mais surtout je me sentais juste fatigué. Ce soir-là, je me suis offert un repas à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré et je l'ai mangé seul dans la chambre d'amis de Julie. Cela semblait être une fin si petite et calme pour quelque chose qui avait consumé ma vie entière pendant des mois. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Catherine. L'objet disait « Priant pour la paix » et j'ai failli l'effacer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Elle a écrit qu'elle priait pour que je trouve la paix et le pardon, que s'accrocher à la colère ne ferait que me blesser à long terme. Elle a dit que Cédric avait fait des erreurs, mais qu'il était toujours son fils, et qu'elle espérait qu'un jour je pourrais voir qu'il avait essayé d'aider à sa propre manière mal avisée. Elle a inclus plusieurs versets bibliques sur le pardon et le fait de laisser aller l'amertume. Je l'ai lu 2 fois et je l'ai effacé sans répondre. Ma thérapeute avait travaillé avec moi sur l'établissement de limites et la reconnaissance que je ne devais le pardon à personne si je ne le ressentais pas. Catherine voulait que j'absolve Cédric pour qu'elle puisse se sentir mieux à propos du fait que son fils soit un criminel. Ce n'était pas ma responsabilité.
Je n'avais pas besoin de prioriser son confort sur ma propre guérison. Effacer cet email m'a donné l'impression de reprendre un petit morceau de pouvoir. Théo m'a appelé quelques semaines après que le divorce a été finalisé. Nous étions restés en contact occasionnel et il avait été l'un des rares membres de la famille de Cédric à s'être vraiment excusé et à le penser. Il m'a dit que Cédric avait déménagé dans une autre région pour vivre avec un cousin. Apparemment, Catherine le rendait fou avec sa surveillance constante et ses tentatives de contrôler ses exigences de probation. Cédric avait besoin de distance avec le drame familial. Théo a dit ça presque comme s'il s'attendait à ce que j'aie une opinion à ce sujet. J'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien en entendant cette nouvelle. Le déménagement de Cédric ne me rendait ni heureuse, ni triste, ni soulagée. Il était juste sorti de ma vie, et c'était très bien. Ma thérapeute a dit plus tard que l'absence de réaction émotionnelle était en fait un bon signe, que cela signifiait que je me détachais de manière saine. Cédric ne prenait plus de place dans ma tête. 6 mois après la crise, j'ai eu mon rendez-vous régulier avec le docteur Lecomte. Je le voyais tous les 3 mois depuis l'incident pour surveiller mes niveaux de médicaments et m'assurer que tout restait stable. Il a examiné mes dernières analyses de sang et a dit que mes niveaux étaient parfaits. Pas de crise intercurrente, pas de fluctuations inquiétantes, tout exactement là où ça devait être. Il s'est adossé à sa chaise et m'a dit qu'il était fier de la façon dont je m'étais défendu en signalant l'abus. Il a dit que beaucoup de patients ne survivaient pas aux partenaires qui altéraient leur traitement médical, que j'avais eu de la chance que la crise se produise au travail où les gens pouvaient m'aider immédiatement. Si c'était arrivé pendant que je conduisais ou sous la douche ou ailleurs seul, j'aurais pu mourir. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, même si je savais intellectuellement à quel point la situation avait été dangereuse. L'entendre le dire à voix haute a rendu la chose réelle d'une manière qu'elle n'avait pas été auparavant. J'ai commencé à pleurer dans son bureau et il m'a tendu des mouchoirs et a attendu patiemment pendant que je me reprenais. Il a dit que l'important était que j'étais en sécurité maintenant et que mon épilepsie était à nouveau bien gérée. Il a ajusté mon calendrier de rendez-vous à tous les 6 mois puisque j'étais si stable. En sortant de son bureau ce jour-là, j'ai ressenti ce mélange bizarre de gratitude et de chagrin, reconnaissante d'avoir survécu et d'avoir des médecins qui prenaient le danger au sérieux. En deuil de la personne que j'avais été avant l'interférence de Cédric, avant d'apprendre que quelqu'un qui prétendait m'aimer pouvait mettre ma vie en danger. J'ai trouvé un groupe de soutien pour les survivants de maltraitance médicale via le centre d'aide recommandé par Vincent. À la première réunion, je suis entré dans le sous-sol d'un centre social et j'ai vu 8 autres personnes assises en cercle, et j'ai failli faire demi-tour et partir parce qu'admettre que j'avais besoin de cela ressemblait à admettre à quel point j'étais brisé, mais l'animateur a souri et a indiqué une chaise vide. Alors, je me suis assise. Une femme nommée Sarah a commencé et a parlé de son ex-mari cachant son insuline et lui disant qu'elle était dramatique à propos de son diabète. Une autre personne a décrit un partenaire qui avait jeté son inhalateur pendant une crise d'asthme parce qu'il croyait que les exercices de respiration fonctionneraient mieux. Quelqu'un d'autre a partagé comment son petit ami avait saboté ses antidépresseurs en remplaçant les pilules par des vitamines, disant que la maladie mentale n'était pas réelle. J'ai écouté histoire après histoire de personnes dont les partenaires avaient interféré avec des médicaments vitaux, et le schéma était toujours le même. Le contrôle déguisé en inquiétude, le détournement cognitif, gaslighting, sur la nécessité médicale, l'isolement des médecins et des systèmes de soutien. Quand ce fut mon tour, je leur ai parlé de l'incident du congélateur et de la crise, et tout le monde a hoché la tête comme s'il comprenait complètement. Personne n'a eu l'air choqué ou n'a demandé ce que j'avais fait pour provoquer ça. Sarah a dit que son ex avait aussi recherché les symptômes de sevrage avant de cacher son insuline, tout comme Cédric avait recherché les déclencheurs de crise. L'animateur a expliqué que la maltraitance médicale concernait le pouvoir et le contrôle, pas le fait de croire réellement que le partenaire n'avait pas besoin de médicaments. Ces agresseurs savaient exactement à quel point leurs actions étaient dangereuses. Entendre les expériences d'autres personnes a provoqué un déclic dans mon cerveau. Le comportement de Cédric n'était pas de l'amour mal avisé ou un enthousiasme pour le bien-être qui avait mal tourné. C'était un abus calculé utilisant mon épilepsie comme arme. J'ai pleuré pendant la majeure partie de cette première réunion, mais j'ai continué à y retourner chaque semaine. Le groupe m'a aidé à arrêter de trouver des excuses à Cédric dans ma tête et à renforcer le fait que ce qui m'était arrivé était grave et intentionnel. Au travail, les choses se sont lentement améliorées au fil des mois et le drame s'est estompé en bruit de fond. Mes collègues me voyaient venir tous les jours, bien faire mon travail, gérer les affaires juridiques professionnellement sans les amener dans le service de radiologie. Les chuchotements dans la salle de pause ont cessé et les gens ont recommencé à me traiter normalement au lieu de marcher sur des œufs.
Un après-midi, environ 8 mois après la crise, une technicienne nommée Raphaël m'a approché pendant que j'examinais des scanners. Elle avait été l'une des personnes qui m'évitait après la scène de Catherine dans le hall. Raphaël a dit qu'elle voulait s'excuser pour sa réaction à l'époque. Elle a admis qu'elle ne comprenait pas que la violence conjugale pouvait ressembler à l'altération de médicaments et pensait que je devais exagérer ou causer du drame. Mais elle avait fait de la lecture après avoir vu comment la situation s'était déroulée, et elle avait réalisé à quel point ses suppositions étaient fausses. Son honnêteté signifiait plus pour moi que tous les collègues qui prétendaient juste que rien ne s'était passé et ne reconnaissaient jamais leur jugement. Raphaël a demandé si nous pouvions aller prendre un café un jour, et j'ai dit oui. Avoir quelqu'un qui admet son ignorance et apprend réellement de cela ressemblait à un vrai progrès, pas à la fausse politesse que d'autres personnes offraient. Nous sommes devenus amis après ça, et elle est même venue à quelques réunions du groupe de soutien en tant qu'allié. Les collègues qui évitaient complètement le sujet ou agissaient comme si mon mariage s'était juste terminé normalement me dérangeaient plus que ceux qui avaient été ouvertement bizarres à ce sujet. Au moins Raphaël a assumé son erreur et a grandi grâce à elle. Ma thérapeute m'a dit après 1 an de travail sur le traumatisme que j'étais prête à recommencer à avoir des rendez-vous si je le voulais. L'idée me terrifiait, mais je me sentais aussi seule et je voulais croire que des relations saines étaient possibles. Je me suis inscrite sur une application de rencontre et j'ai été franche dans mon profil sur le fait d'avoir de l'épilepsie et de prendre des médicaments 2 fois par jour. Lors des premiers rendez-vous, je faisais très attention à la réaction des hommes quand je prenais mes pilules. Certains gars ne remarquaient pas ou ne faisaient aucun commentaire, ce qui était bien. D'autres posaient des questions réfléchies sur ma condition et mon traitement, ce que j'appréciais. Mais un gars a fait une blague sur Big Pharma gagnant des milliards sur le dos de gens qui n'avaient probablement pas besoin de pilules, et je me suis levé et j'ai quitté le restaurant immédiatement. Je ne me suis pas expliqué et je ne lui ai pas donné de seconde chance. Ma tolérance pour cet état d'esprit avait complètement disparu, et je refusais de perdre du temps avec quiconque montrait même un soupçon des croyances de Cédric. Un autre rendez-vous s'est bien passé jusqu'à ce que le gars suggère que j'essaie un régime cétogène parce qu'il avait lu que ça pouvait guérir l'épilepsie. J'ai fini mon verre, payé ma moitié de l'addition et je suis parti. Ma thérapeute a dit que c'était une fixation de limite saine, pas être trop difficile. Je me protégeais en refusant d'ignorer les drapeaux rouges qui semblaient petits auparavant. Les rencontres semblaient épuisantes parce que j'étais hyper consciente de chaque commentaire sur les médicaments ou les médecins ou la médecine alternative. Mais je préférais être célibataire pour toujours que de finir avec quelqu'un qui pourrait mettre ma vie en danger à nouveau. Ma psychiatre a réduit ma thérapie pour le SPT à 2 fois par mois après 18 mois parce que je gérais beaucoup mieux les déclencheurs. L'hypervigilance autour de mes médicaments avait considérablement diminué, bien que j'ai encore des moments d'anxiété. Parfois, je vérifiais mes boîtes de pilules 3 ou 4 fois avant de me coucher, comptant pour m'assurer que la bonne quantité manquait pour la journée. D'autres fois, je me réveillais au milieu de la nuit, convaincu que quelqu'un les avait déplacées, et je devais toucher physiquement les boîtes pour me calmer. Mais je m'améliorais pour me raisonner et sortir de la panique sans partir en vrille. Ma thérapeute m'a appris des techniques d'ancrage, et je les utilisais quand la vérification obsessionnelle commençait. Les progrès semblaient incroyablement lents, comme si j'avançais dans la boue. Mais ma psychiatre m'a assuré que je guérissais à un rythme normal pour ce type de traumatisme. Elle a dit, la maltraitance médicale prend souvent des années à traiter complètement parce qu'elle viole une confiance tellement fondamentale. Votre partenaire est supposé vous aider à rester en vie, pas rechercher comment vous mettre en danger. Certaines semaines, je me sentais bien et je pensais que j'avais dépassé tout ça. D'autres semaines, quelque chose me déclenchait, comme voir une publicité pour un podcast de bien-être ou quelqu'un mentionnant des conseils de santé YouTube, et je me retrouvais directement dans cet appartement à chercher mes médicaments dans le congélateur. La thérapie m'a aidé à comprendre que ces rechutes faisaient partie du rétablissement, et n'étaient pas des signes que j'échouais. L'administration de l'hôpital m'a contacté environ 9 mois après le divorce, demandant si je voulais être consultante pour de nouveaux protocoles du service des urgences. Ils voulaient développer des questions de dépistage pour identifier les patients qui pourraient subir un sabotage médical à la maison. J'ai rencontré le chef des urgences et un cadre du service social et nous avons travaillé ensemble pour créer une liste de questions que le personnel pourrait poser. Des choses comme savoir si les patients avaient un accès constant à leurs médicaments, si quelqu'un à la maison remettait en question leurs besoins de traitement, si des ordonnances avaient été annulées à leur insu. Nous avons ajouté une formation pour reconnaître les signes qu'un partenaire pourrait interférer avec les soins médicaux. L'hôpital a mis en œuvre les protocoles et m'a demandé de présenter lors d'une session de formation du personnel.
Se tenir devant 50 professionnels de la santé pour parler de mon expérience semblait surréaliste et vulnérable. Mais plusieurs infirmières sont venues me voir après en disant qu'elles avaient rencontré des patients avec des situations similaires et ne savaient pas comment aider. Un médecin a dit que la formation l'aurait aidé à reconnaître mon cas plus tôt s'il avait su quels signes chercher. Transformer mon expérience en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes semblait significatif sans en faire toute mon identité. J'étais toujours une manipulatrice radio qui se trouvait avoir survécu à une maltraitance médicale, pas une victime définie par ce que Cédric avait fait. Le travail de conseil m'a donné un sens, mais je faisais attention à ne pas le laisser me consumer. Ma thérapeute m'a aidé à maintenir des limites sur ce que je partageais et mon degré d'implication dans la lutte contre les violences conjugales. 14 mois après la crise, ma cadre m'a convoqué dans son bureau et je me suis immédiatement sentie anxieuse, pensant que quelque chose n'allait pas. Au lieu de cela, elle m'a dit que j'étais promue manipulatrice référente avec une augmentation significative. Elle a dit que mon professionnalisme tout au long de la crise démontrait du leadership et que mon travail sur les protocoles de violence montrait une initiative au-delà de ma fiche de poste. La promotion s'accompagnait de responsabilités de supervision pour les manips de l'équipe du soir et de meilleurs avantages. J'ai pleuré dans son bureau et elle m'a tendu des mouchoirs en disant que j'avais mérité cela par ma performance au travail, pas par pitié. La stabilité financière de l'augmentation m'a aidé à me sentir en sécurité dans mon appartement pour la première fois. Je n'étais pas constamment inquiète des dépenses imprévues ou de savoir si je pouvais payer mes dépassements d'honoraires et mes factures de thérapie. J'ai acheté de vrais meubles au lieu de trucs d'occasion et j'ai commencé à économiser de l'argent pour la première fois depuis des années. La promotion ressemblait aussi à la preuve que survivre aux abus de Cédric n'avait pas détruit ma carrière ou mon avenir. Je construisais une vie qui était la mienne, où mes besoins médicaux n'étaient jamais remis en question et mes compétences professionnelles étaient valorisées. Certaines personnes au travail étaient bizarres à propos de la promotion, pensant probablement que je l'avais obtenue par sympathie à cause de la situation de violence conjugale. Mais ma cadre a coupé court à cela rapidement lors d'une réunion du personnel, soulignant mes excellentes évaluations annuelles et le travail sur les protocoles que j'avais fait. Je n'avais besoin de l'approbation de personne, mais ça faisait du bien d'avoir ma patronne défendant publiquement mes qualifications. Lors du premier anniversaire de ma crise, je me suis offert un restaurant italien chic et j'ai commandé du vin cher. Je me suis assise seule à une table pour deux et j'ai pensé à tout ce qui avait changé en 12 mois. Il y a un an, je me réveillais aux urgences avec un traumatisme crânien, marié à quelqu'un qui avait failli me tuer. Maintenant, je vivais seul dans mon propre appartement, financièrement stable avec une promotion, allant en thérapie 2 fois par mois au lieu de chaque semaine, et je n'avais pas eu de crise depuis une année complète. Mon épilepsie était complètement contrôlée à nouveau avec une gestion appropriée des médicaments. La fin du mariage avait été dévastatrice et traumatisante, et j'avais encore des jours difficiles. Mais je construisais une vie où mes besoins médicaux étaient respectés, et ma sécurité n'était pas constamment menacée. J'ai pensé à la femme que j'étais avant que Cédric ne commence son obsession pour le bien-être, à l'époque où je faisais confiance à mon propre jugement sur ma santé. Je revenais à elle lentement avec plus de conscience et des limites plus fortes. Le divorce était finalisé. L'affaire pénale était terminée et Cédric vivait dans une autre région. J'avais des amis qui comprenaient ce que j'avais traversé et un système de soutien qui me soutenait réellement. Être assise dans ce restaurant seul ressemblait à une célébration de survie et une promesse à moi-même que je ne laisserais plus jamais personne me faire douter de mes besoins médicaux. J'ai fini mon vin et mon tiramisu et je suis rentrée chez moi en me sentant reconnaissante du chemin parcouru. Même si le voyage avait été horrible, j'ai rencontré quelqu'un par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un barbecue environ 15 mois après ma crise. Il s'appelait Antoine et travaillait comme ambulancier, donc il comprenait les maladies chroniques d'un point de vue professionnel. Nous avons parlé pendant 2 heures à la fête et il a posé des questions réfléchies sur ma gestion de l'épilepsie sans aucun jugement bizarre. Quand j'ai mentionné prendre des médicaments 2 fois par jour, il a hoché la tête et a demandé quel genre. Puis nous avons eu une conversation intelligente sur les anticonvulsivants et les protocoles de traitement. Il n'a jamais suggéré une seule fois que je n'avais pas besoin des pilules ou que je devrais essayer des alternatives naturelles. Nous avons échangé nos numéros et commencé à nous envoyer des SMS, puis nous avons eu quelques rendez-vous. Lors de notre 3e rendez-vous, j'ai pris mes médicaments du soir au restaurant, et Antoine a demandé si j'avais pris ma dose du matin. J'ai dit oui, et il a souri, disant qu'il voulait juste vérifier. Une semaine plus tard, il a mis des rappels téléphoniques étiquetés à mon nom pour vérifier que je prenais mes pilules du soir. La première fois qu'il m'a envoyé un texto demandant si j'avais pris mes médicaments, j'ai commencé à pleurer au travail. Julie a demandé ce qui n'allait pas,
et je lui ai montré le texto. Elle m'a serré dans ses bras et a dit, c'est à ça que ressemble l'attention, pas le contrôle. Antoine vérifiait parce qu'il me voulait en sécurité et en bonne santé, pas parce qu'il surveillait ma dépendance ou essayait de prouver que je n'avais pas besoin de pilules. La différence semblait énorme. Quand j'ai expliqué pourquoi je pleurais, Antoine était horrifié et s'est excusé, inquiet de m'avoir déclenché. Je lui ai dit que le rappel était parfait et signifiait tout pour moi. Il a dit que son travail lui avait appris que l'observance des médicaments maintenait les gens en vie et qu'il ne remettrait jamais en question le plan de traitement de quelqu'un. Cette conversation m'a fait croire que des relations saines pouvaient réellement être possibles après l'abus. Ma relation avec Antoine s'est développée lentement au cours des mois suivants, et j'ai été complètement honnête sur mes problèmes de confiance et mon traumatisme autour des médicaments. Je lui ai parlé de Cédric cachant mes pilules et recherchant le sevrage des crises, de l'incident du congélateur et du réveil aux urgences. Antoine a écouté sans m'interrompre et a dit qu'il était désolé que j'ai traversé ça. Il a promis qu'il ne toucherait jamais à mes médicaments ni ne remettrait en question le plan de traitement de mon médecin. Sa constance a prouvé qu'il le pensait vraiment. Il n'a jamais déplacé mes boîtes de pilules ni fait de commentaires sur les laboratoires pharmaceutiques ou suggéré des traitements alternatifs. Quand j'avais des moments d'anxiété à propos de mes médicaments, il m'aidait calmement à vérifier que je les avais pris, ne me faisant jamais sentir folle d'avoir besoin d'être rassurée. Il répondait aux critères de ma thérapeute pour un comportement de partenaire sain, et elle a dit que je faisais du bon travail en maintenant des limites tout en laissant entrer quelqu'un de nouveau. Antoine était patient avec mon hypervigilance et comprenait quand j'avais besoin d'espace pour traiter les déclencheurs. Il est venu à une réunion de groupe de soutien avec moi en tant qu'invité et a écouté les histoires d'autres survivants, puis m'a remercié de lui avoir fait assez confiance pour partager cette partie de ma vie. Son respect pour mon autonomie médicale m'a aidé à croire que je pouvais avoir une relation où mon épilepsie était juste une partie normale de la vie, pas une arme que quelqu'un utilisait contre moi. Nous avons avancé lentement et je ne me suis jamais senti pressé ou sous pression. Il comprenait que reconstruire la confiance après une maltraitance médicale prenait du temps et il était prêt à faire ses preuves constamment par ses actions. 2 ans après ma crise, j'ai eu mon rendez-vous régulier avec le docteur Lecomte et il a examiné mes dossiers avec une expression satisfaite. J'étais sans crise depuis 24 mois avec une observance parfaite des médicaments et des niveaux sanguins stables. Il a dit que cette étape de 3 ans me qualifiait pour réduire les rendez-vous de surveillance de tous les 6 mois à 2 fois par an. Le docteur Lecomte a plaisanté en disant que ça lui manquerait de me voir si souvent, mais qu'il était ravi que ma gestion de l'épilepsie soit si stable et bien contrôlée. Je l'ai remercié de m'avoir cru quand j'ai signalé l'altération des médicaments il y a 2 ans, d'avoir appelé la police et d'avoir pris le danger au sérieux. Il a dit que défendre les patients était littéralement son travail, mais sa voix était chaleureuse quand il a ajouté qu'il était content que je sois en sécurité maintenant. Je lui ai dit que son intervention m'avait sauvé la vie et il a hoché la tête, disant qu'il savait à quel point j'étais passé près de mourir de cette crise ou de futures crises si le sabotage de Cédric avait continué. En sortant de son bureau, j'ai ressenti cette vague de gratitude pour le médecin qui m'avait traité pendant des années et avait reconnu l'abus quand il l'avait vu. Certains professionnels de la santé auraient pu rejeter cela comme une dispute conjugale ou me dire de régler ça à la maison. Le docteur Lecomte a compris immédiatement que l'interférence délibérée avec les médicaments était mortelle, et il a agi sur cette connaissance. Réduire mes rendez-vous à 2 fois par an semblait être un autre marqueur de guérison et de stabilité. Mon épilepsie était contrôlée. Ma vie se reconstruisait, et j'avais des gens autour de moi qui respectaient mes besoins médicaux sans question. J'ai commencé à recontacter de vieux amis avec qui j'avais perdu contact pendant le mariage. Sarah a été la première personne que j'ai appelée, quelqu'un avec qui je déjeunais chaque semaine avant que les choses ne deviennent bizarres avec Cédric. Elle a décroché à la 2e sonnerie, et sa voix est devenue émotive quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle a admis qu'elle s'était inquiétée de la façon dont je m'étais éloigné de tout le monde, mais ne savait pas comment aborder le sujet sans paraître curieuse. Nous nous sommes rencontrés pour un café la semaine suivante et elle a mentionné des choses spécifiques qu'elle avait remarquées, comme le fait que j'avais arrêté de venir au dîner de groupe et que j'avais toujours des excuses sur le fait que Cédric avait besoin de moi à la maison. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas de ne rien avoir dit parce que je n'aurais pas écouté à l'époque. Elle m'a présenté à 2 autres amis de notre ancien groupe et nous avons eu une conversation honnête sur les signes avant-coureurs qu'elles avaient tous vus. Elles ont mentionné comment j'avais arrêté de parler de mes loisirs, comment je vérifiais toujours mon téléphone anxieusement, comment je me faisais toute petite dans les conversations. Les entendre décrire mon comportement de l'extérieur m'a fait réaliser à quel point j'avais changé sans m'en rendre compte. Nous avons prévu de nous rencontrer régulièrement et cela faisait du bien de reconstruire des liens avec des gens qui me connaissaient avant Cédric.
3 mois plus tard, j'ai reçu un texto de Théo m'invitant à son mariage. J'ai regardé mon téléphone pendant une bonne minute en essayant de comprendre si c'était une sorte d'erreur. Il a appelé ce soir-là et a dit qu'il voulait que je sois là parce que j'avais été de la famille pendant 2 ans et que ce qui s'était passé avec Cédric ne changeait pas cela. Le mariage était petit et j'ai failli ne pas y aller, mais ma thérapeute m'a encouragé à affronter cela. Plusieurs tantes et oncles de Cédric m'ont approché tranquillement pendant la réception pour s'excuser d'avoir cru l'histoire de l'addiction. Son oncle m'a prise à part et a dit qu'il se sentait terrible de ne pas avoir remis en question les affirmations de Cédric plus attentivement, surtout que j'avais toujours semblé responsable et organisé. Catherine n'était pas là, et quand j'ai demandé à Théo à ce sujet, il a dit qu'elle avait refusé de venir parce que j'étais invité. Il m'a dit qu'elle insistait toujours sur le fait que Cédric n'avait rien fait de mal et était persécuté pour avoir essayé d'aider sa femme malade. Théo a dit cela tristement, comme s'il savait que sa mère avait tort, mais ne pouvait pas lui faire entendre raison. J'ai réalisé que son déni n'était plus mon problème à régler, et cela semblait libérateur d'une manière que je n'avais pas prévue. Ma thérapeute m'a dit lors de notre séance suivante que nous passions à des rendez-vous de maintenance mensuels au lieu d'une thérapie intensive hebdomadaire. Elle a dit que j'avais fait un travail remarquable pour traiter l'abus et reconstruire la confiance en mon propre jugement. Nous avions passé des mois à déballer comment la manipulation mentale de Cédric m'avait fait douter de mes besoins médicaux et de ma perception de la réalité. Elle a souligné que je fixais des limites saines dans ma nouvelle relation, communiquant clairement sur mes besoins et n'acceptant pas de comportements qui me mettaient mal à l'aise. J'avais encore des moments où je devenais anxieuse à propos de mes médicaments, vérifiant les boîtes plusieurs fois, ou paniquant si je ne pouvais pas les trouver immédiatement. Mais ces moments devenaient moins fréquents et je pouvais généralement me calmer sans partir en vrille. L'anxiété ne contrôlait plus ma vie quotidienne et j'avais appris des stratégies d'adaptation qui fonctionnaient réellement. Elle m'a rappelé que la guérison d'un traumatisme n'était pas linéaire et que je pourrais avoir des rechutes, mais que la trajectoire globale montrait une véritable guérison. Après 8 mois de relation avec mon partenaire, nous avons commencé à regarder des appartements que nous pouvions nous permettre ensemble. La conversation sur l'emménagement ensemble semblait complètement différente de celle que j'avais eue lors de mon emménagement avec Cédric. Nous nous sommes assis et avons eu des discussions explicites sur le respect des besoins médicaux et des limites personnelles de chacun. Je lui ai parlé de mon anxiété concernant les médicaments et il a suggéré que nous aménagions un espace partagé dans la salle de bain où nos 2 ordonnances iraient pour que la mienne ne se sente pas isolée ou surveillée. Nous avons parlé de la répartition des responsabilités ménagères, des contributions financières et de ce que nous ferions si des conflits survenaient. Mettre en place notre espace partagé avec ce niveau de communication claire semblait être la preuve que j'avais appris du passé sans le laisser détruire mon avenir. Il ne m'a jamais fait sentir folle d'avoir besoin de ces conversations ou comme si j'étais trop prudente. Quand nous avons déballé mes boîtes de médicaments dans notre nouvelle salle de bain, il a demandé où je les voulais et n'y a plus jamais touché, sauf si je lui demandais spécifiquement de les attraper pour moi. Ma cadre m'a convoqué dans son bureau 6 semaines après notre déménagement, et je suis immédiatement devenue nerveuse, pensant que quelque chose n'allait pas. Au lieu de cela, elle m'a dit que l'hôpital me promouvait au poste de cadre de santé par intérim pour l'équipe de radiologie du soir. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité d'encadrer les nouveaux manips arrivant dans le service. Elle a dit, mon professionnalisme à travers tout ce qui s'est passé, plus mon travail sur les protocoles de violence, ont démontré de vraies qualités de leadership. J'ai accepté immédiatement et j'ai ressenti cette bouffée de fierté que ma carrière avançait malgré tout. Dans mon nouveau rôle, je mettais un point d'honneur à vérifier régulièrement avec mon équipe leur vie en dehors du travail. Je surveillais les signes du genre de contrôle que j'avais vécu, comme des gens devenant isolés ou anxieux, vérifiant toujours leur téléphone, trouvant des excuses pour partir tôt ou rester tard pour éviter de rentrer chez eux. Je ne pouvais pas sauver tout le monde, mais je pouvais créer un environnement où les gens se sentaient en sécurité pour parler de problèmes avant qu'ils ne deviennent dangereux. 2 ans après la crise, je me suis réveillée dans mon appartement à côté de mon partenaire et j'ai réalisé que j'étais sincèrement heureuse de ma vie d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer pendant la crise. Mon épilepsie était bien gérée avec une observance parfaite des médicaments et aucune crise intercurrente. Ma carrière prospérait avec le nouveau poste me donnant à la fois une stabilité financière et une satisfaction professionnelle. Ma relation était saine et respectueuse, construite sur une communication claire et un soutien mutuel pour les besoins de chacun. J'avais construit un système de soutien qui respectait mes limites, incluant des amis qui prenaient des nouvelles régulièrement, des collègues en qui j'avais confiance et des liens familiaux grâce à mon partenaire. Le traumatisme m'avait changé, mais il ne m'avait pas brisé. J'avais appris que quitter l'abus demande du courage et que reconstruire prend du temps,
mais les deux valent absolument le travail acharné. Certains matins, je vérifiais encore mes boîtes de médicaments 2 fois, mais cette hypervigilance s'estompait à mesure que je me prouvais chaque jour que j'étais en sécurité. Maintenant, en regardant en arrière la personne qui avait caché des pilules dans des boîtes de tampons et retourné la maison à la recherche de médicaments dans le congélateur, je la reconnaissais à peine. Cette version de moi avait été tellement concentrée sur la survie qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre à nouveau réellement.